Bonjour à tous, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Indépendant pour ce débat. Je sais que les conditions dans lesquelles on l'organise sont particulières puisque on vous a demandé de venir seul, sans accompagnant, pour des raisons de respect des consignes de sécurité, aussi parce que, vous pouvez constater, on a un dispositif rédactionnel assez important puisque ce débat il est retransmis sur 3 supports. Le premier support, sont des podcasts, donc vous avez des micros, tout l'ensemble du débat sera enregistré et publié sur le site internet de l'Indépendant sous forme de podcast. Donc nous sommes actuellement enregistrés. Parallèlement, nous procédons à un live commenté, c'est-à-dire un live par écrit sur le site internet que nos internautes peuvent suivre en même temps que l'on parle et qu'on discute. Et puis enfin, on a la rédaction de Carcassonne qui est mobilisée derrière vous et devant vous d'ailleurs avec Antoine pour préparer une double page dans notre édition de demain. C'est un dispositif auquel on tient beaucoup, pour nos lecteurs avant tout d'abord, pour participer donc à ce moment démocratique qu'est l'élection municipale. Et donc on vous a invité aujourd'hui sans accompagnant, mais on espère donc que tout va bien se passer et qu'on va pouvoir participer à ce moment démocratique tous ensemble. Je vais rapidement expliquer comment va se dérouler le débat. On va le structurer autour de 4 grandes questions qui seront développées là par Antoine. Pour chaque question, on prendra 20 minutes et pendant ces 20 minutes-là, on fera en sorte que le temps de parole soit correctement réparti, mais je n'ai pas trop de soucis là-dessus. On a fonctionné de cette façon-là hier à Narbonne avec 4 candidats, vous le savez, et ça s'est très bien passé. On n'a pas eu de problème de temps de parole. On vous demandera juste de temps en temps, on vous dira peut-être ce qui reste, ce qui ne reste pas, s'il s'agit de conclure ou pas. Donc on a procédé à un tirage au sort avec un ordre de passage avec Madame Tamara Yvel d'abord, Monsieur Gérard Lara ensuite et Monsieur Edgar Montagnier enfin. Ça c'est l'ordre par lequel vous allez prendre la parole. Donc voilà, j'ai fini ma présentation, j'en profite pour me présenter. Je suis Pierre Baptiste, je suis le rédacteur en chef donc de l'Indépendant, et à mes côtés je vais donner la parole à Antoine Carrier qui est notre responsable de l'agence de Carcassonne. Voilà, bon débat à tout le monde. Merci à vous. Je vous souhaite évidemment la bienvenue à tous les 3. Pour commencer ce débat, on souhaitait avant tout resituer le contexte, puisqu'on se situe dans un cadre très particulier d'un second tour programmé 3 mois après le premier tour. On voulait donc revenir très brièvement sur les résultats de ce premier tour. Pour les rappeler d'abord, que M. Larrey est arrivé en tête avec 32,8% des suffrages devant Mme Yvel avec 18,25% et M. Montagnier avec 16,52%. Rappelez aussi que ce second tour a vu la fusion de la liste de Mme Rivel avec M. Guillot, qui avait lui été crédité de 11,95% des suffrages. La première question elle est très simple, c'est de vous demander, même si nous avons évidemment sollicité au soir du 15 mars sur ce sujet, vous demander de revenir sur votre sentiment par rapport à ces résultats de premier tour, et voir comment vous vous projetez sur ce second tour en matière de report, en matière de score. Qu'est-ce que vous attendez de ce 28 jours? Merci. Ce premier tour a permis un sondage important, grandeur nature, sur la ville de Carcassonne, qui a positionné un vote des citoyens carcassonnais à hauteur de 70% en faveur du changement. Le Covid et la crainte du Covid a fait que l'abstention a été importante. Et nous pouvons bien le comprendre. Malgré ce, le sondage existe. Et avec l'union heureuse que j'ai construite avec Xavier Bigot, la liste écologiste, citoyenne et solidaire, fait en sorte que pour ce second tour, je me retrouve à 300 voix d'écart avec le maire sortant, et que l'ensemble des listes qui n'ont pas eu la possibilité de se maintenir au second tour appellent à voter pour moi. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que le 28 juin, c'est-à-dire dans 3 jours, j'appelle les Carcassonnais à faire le choix de l'avenir, le choix de la jeunesse, d'une équipe disponible, d'une équipe déterminée à ce que l'avenir se construise avec les Carcassonnais et pour les Carcassonnais.
avec l'ensemble des collectivités partenaires, avec l'ensemble des institutions publiques partenaires, avec l'ensemble des chefs d'entreprise, du monde associatif, du monde sportif. Parce que je veux être celle qui incarne un travail collectif, un travail de co-construction, et non pas un repli sur soi, comme l'on a connu depuis tant d'années sur Carcassonne, mais vraiment un travail conjoint pour faire en sorte que Carcassonne puisse se construire et avoir un développement à la fois économique, à la fois un rayonnement sur le territoire du Grand Carcassonnais. De l'Aude, on est au centre de la grande région. Je souhaite que nous fassions de Carcassonne et que l'ensemble des Carcassonnais soient fiers de cette fière fille d'Occitanie. Merci Madame Rivel. Monsieur Lara. Oui, l'analyse de Madame Rivel me fait sourire, parce que si 70% des Carcassonnais souhaitent le changement, ça ne veut pas dire que les 70% des Carcassonnais ne votent pas pour moi au second tour. Madame Rivel, je tiens à le rappeler, n'a fait que 18%. Très loin du score qu'avait réalisé M. Pérez en 2014. Les Carcassonnais ont voté en des conditions un peu particulières. Je crois que c'est le fond de votre question quand même. Puisqu'en effet, à minuit, le 14 mars, les restaurants et les cafés fermés, et on savait que le 17, il y aurait un confinement. Donc il y a eu effectivement un taux de participation très bas, lequel est de nature, et je le dis de manière très claire, à fausser le débat. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris une position très tranchée sur le second tour du 28 juin. Fausser le débat parce qu'en réalité, par rapport à 2014, si j'associe la liste d'Isabelle Cheza et de moi-même au premier tour, il nous manque 3000 voix. C'est-à-dire que quand on dit Lara n'a pas de réserve, si, il a une réserve de 3000 voix. Une réserve de 3000 voix, et ces 3000 voix, bien évidemment, ça s'était porté sur nous, ou tout au moins une partie. Lors du premier tour, on n'aurait pas été à 33%, on aurait été plutôt à 40-41%. Donc, ce premier tour a été à mes yeux faussé. Non pas au niveau de la campagne, parce qu'elle a été correcte, chacun s'est exprimé, on a fait des meetings, on a fait tout ce qu'il fallait, mais au niveau de la participation. Bon, on va voir ce qui va se passer dans quelques jours. Je vois que vos titres publient le Covid en Occitanie, ça en parle, dans l'Aude, etc. Bon, il ne faut pas non plus que les gens craignent de se déplacer, mais on ne sait pas ce qui va se passer en réalité. On ne sait pas ce qui va se passer. Bon. Donc moi, je n'ai pas fait d'alliance. C'est clair, pour le second tour. Bon. Contrairement à ce que dit Mme Rivel, les autres listes ne la soutiennent pas. Que ce soit la liste de M. Crouzet, que ce soit la liste de Mme Pujol, que ce soit la liste de Mme Régnier, personne, parmi les têtes de liste, n'a pris position pour Mme Rivel. Soyons très clairs. Il y a quelques individus de chaque liste qui sont allés soutenir Mme Rivel, mais il y en a d'autres de la même liste qui sont venus me soutenir. Donc, le débat est très clair. Il y a d'une part une liste qui ne bouge pas, la mienne, une liste socialiste extrême gauche, celle de Mme Rivel, et la liste de M. Edgar Bertagnier, liste du Rassemblement national. Donc, l'analyse de Mme Rivel, qui consiste à dire il n'y a que 33% de personnes qui sont portées sur le maire, dont les 70% ne veulent pas, nous verrons ça le 28. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Nous verrons ça le 28. Parce qu'effectivement, le 28, il y aura une très, très sensible évolution. Bon. Donc, voilà quelle est mon analyse du premier tour, si vous voulez. Mon problème, c'est, il n'y a pas eu, vous avez vu que le Conseil constitutionnel, saisi d'une question préalable de constitutionnalité, aborde quand même la question de la sincérité du scrutin. Pour le 28, vous avez lu comme moi la disposition, il y a 7 pages de délibération du Conseil constitutionnel, dont on verra ce qui se passera, etc. Mais, j'ose espérer qu'il y aura davantage de participation pour
la démocratie du scrutin, que ce soit pour Mme Ribel, M. Montagnier, moi-même, il faut que les gens puissent s'exprimer, puissent aller voter, et puissent aller, déposer dans l'urne le bulletin des candidats de leur choix. Alors c'est le choix de l'évolution, c'est le choix de l'évolution, c'est le choix de l'évolution. C'est pas le choix du conservatisme et de l'évolution. Ça, c'est des paroles qui font plaisir aux enfants. En fait, en réalité, les listes ont leur programme, les listes ont leur volonté de sortir la ville. Personne n'est suspect d'avoir une volonté de sortir la ville et de donner une dynamique à la ville. Aucun problème pour chacune des trois listes. Bien. On voudrait peut-être de rester un petit peu reviendra concis sur les réponses. Bon, c'est un débat, donc on va je vous ai dit que mon faire point des de réponses vue un peu plus sur le premier tour. Voilà. Merci beaucoup. Donc moi je serai pour ma part plus concis concernant le score du premier tour des élections municipales. Donc j'ai fait 16,5%. Pour une première élection, effectivement, c'est pas mal, mais cependant, c'est pas suffisant. J'ai pu remarquer que nous avons quand même 2100 voix manquantes appartenant au Rassemblement national, donc ce qui aurait dû normalement doubler mon score, être plutôt autour des 32%. D'autre part, j'espère bien au second tour avoir des voix, mais des trois candidats cités précédemment qui n'y sont pas. Et d'autre part, je trouve que je n'ai pas à rougir, car concernant monsieur le maire qui est parti avec Isabelle Cheza, si on divise le score par 2, ça fait le même que le mien. Donc finalement, dans les conditions actuelles, je trouve que c'est pas si mal que ça. Un autre mot sur cette campagne un peu particulière. Je voulais vous demander à tous les trois si vous avez le sentiment que cette campagne, avec les limites imposées par les gestes barrières, par le contexte sanitaire, donc pas de réunion publique pour cette fois, pas de porte-à-porte, est-ce que vous considérez que ça a entamé l'intérêt de cette campagne ou la richesse de cette campagne? Je pense très sincèrement que de toute façon il fallait qu'on reste très prudent parce que le risque de reprise du Covid est là, c'est une réalité, et que donc il était nécessaire que l'on préserve la santé à la fois de nos concitoyens et de nos équipes. Ça c'est un premier point, mais après sur la réalisation de cette campagne et sur le déroulé de cette campagne. Une campagne habituelle en une semaine, c'est très court, très compliqué. On a simplement un meeting et éventuellement des conférences de presse complémentaires. Mais ça va très très vite. Là, nous aurons eu, après le déconfinement, un mois pour expliquer, revenir sur l'ensemble des sujets, sur l'ensemble des compétences de la ville, sur les manquements qui se font jour et qui sont extrêmement prégnants sur Carcassonne et auprès de l'ensemble des Carcassonnaises et des Carcassonnais, et nous permettre ainsi d'avancer de manière claire, posée, avec une détermination qui fasse que l'ensemble des sujets que nous souhaitions voir abordés ont été abordés par votre biais, par le fait que la presse locale a vraiment joué le jeu, et moi je voulais vous en remercier, mais aussi par le biais des réseaux sociaux, puisque nous avons constitué plusieurs vidéos avec des paroles de citoyens qui disaient leur envie de ville, avec cette deuxième vidéo qui est sortie cette semaine sur des paroles d'acteurs locaux qui expriment en chef d'entreprise, seconde liste de Christine Pujol qui était à nos côtés tout à l'heure lors de la venue de Carole Delga. Donc quand monsieur Lara dit qu'on ne nous soutient pas, si, on nous soutient sur plusieurs membres de l'équipe de Marie-Hélène Régnier qui sont aussi sur notre comité de soutien, qui ont affiché leur volonté d'être à nos côtés. Donc conférences de presse, vidéos qui expriment par leurs mots, leurs paroles, leur envie de ville et leur envie de voir cette ville relever la tête et faire en sorte que nous puissions avoir une dynamique économique et sociale sur Carcassonne. Je dis que cette nouvelle façon d'aborder la politique, ou du moins une campagne électorale, a été à mon avis, plus constructive qu'une campagne de deuxième tour en une semaine où on pourrait dire que tout est bâclé. Bon, en fait, c'est pas une campagne de deuxième tour. On a poursuivi la campagne du premier tour et en fait, cette campagne a duré 6 mois. 6 mois, bon, il est vrai que le fait d'avoir un deuxième tour maintenant, d'avoir 15 jours pour faire une campagne, bon, ça n'a pas été facile. Il faut reconnaître que les choses ne sont pas faciles parce qu'il faut tout reprendre, il faut tout expliquer. Heureusement, chacun des candidats ont utilisé, le terme n'est pas impropre, je ne crois pas qu'il est impropre,
les services des médias locaux, grâce auxquels on a pu faire passer nos messages, faire passer nos idées, faire passer nos programmes, et revenir un peu sur ce que l'on avait dit au mois de janvier, au mois de février, jusqu'au 15 mars. Parce que les gens oublient très vite, tant qu'il y a eu entre-temps 2 mois et demi de confinement, c'est assez compliqué. Alors, la campagne, comme nous l'avons organisée, Mme Rivet a dit ce qu'elle a fait, nous l'avons fait un peu pareil, si vous voulez. Mais moi, je ne suis pas partisan de l'utilisation des réseaux sociaux à outrance. Je ne vais pas faire comme l'humoriste, vous dire comme l'humoriste que les réseaux sociaux sont le réseau des asociaux. Mais c'est assez compliqué parce qu'il y a toujours des bavures, toujours des débordements. Et ce n'est pas très bien. Moi, personnellement, ça ne me convient pas au niveau de l'éthique. Bon. Mais nous avons essayé de faire ce que nous avons pu, et je tiens à vous remercier. En principe, je ne remercie pas, vous le savez, M. Carry. Mais parce que vous avez été là, vous nous avez permis quand même de faire passer nos messages, nos éléments de programme. Vous avez fait, donc, vous avez rapporté nos éléments de programme, et les gens se sont rendus compte quand même que ce qu'ils avaient peut-être oublié, à l'issue du confinement, effectivement, se le sont un peu remémorés. Et donc, cette campagne, n'a pas été la campagne que personnellement j'aime. Moi, j'aime bien le contact avec les gens, discuter, parler, faire des réunions, etc. Mais c'est comme ça, il faut s'adapter. Et nous avons eu 15 jours, que nous terminons aujourd'hui d'ailleurs, 15 jours d'une campagne particulière. C'est une campagne particulière, c'est comme ça. Il faut s'adapter, il faut se créer ses propres règles et avancer comme il faut. Voilà. À campagne exceptionnelle, mesure exceptionnelle, donc ça n'a pas été facile pour nous effectivement de faire la promotion de notre programme et de nos projets pour la ville de Carcassonne. Donc nous avons fait avec les moyens du bord, donc comme il a été dit précédemment, mais premièrement les réseaux sociaux. Ensuite nous avons élaboré un programme d'entre-deux tours qui faisait référence à tous les maires soutenus par le Rassemblement national qui ont été élus, et dès le premier tour il y avait des scores largement honorables. Donc ça nous a permis d'avoir du contact lors du boitage avec la population directement. Nous avons préféré ce système-là plutôt qu'inonder la presse locale des candidats d'articles politiques, car en plus sur le terrain, ce qui nous a été ressorti beaucoup, c'est que les citoyens carcassonnais regrettent de voir beaucoup des politiques sur les pages des journaux plutôt que sur le terrain durant leur mandat, et nous donc du coup nous avons jugé bon de continuer ainsi. Nous avons évoqué l'impact de cette épidémie sur la campagne en elle-même. On voulait vous entendre aussi sur les conséquences de cette épidémie, du confinement, les conséquences évidemment sanitaires, mais surtout les conséquences sociales et économiques que cette épidémie a pu avoir sur vos programmes. En quoi elle a modifié éventuellement vos programmes et l'orientation? Je pense que cette crise du Covid, qui a été une crise sanitaire foudroyante, qui a touché profondément l'esprit et le corps des familles par la maladie et pour beaucoup des décès, qui a touché les services publics qui ont été au front en première ligne dès le premier jour et qui au quotidien jusqu'encore aujourd'hui sont auprès des gens malades et se sont rendus disponibles sans aucune difficulté. Ils sont à féliciter et à remercier très, très vivement et très grandement. Cette période du Covid, qui était une crise sanitaire majeure, devient une crise économique et va devenir, dans les prochains jours, c'est déjà le cas, mais dans les prochains jours et les prochains mois, une crise sociale profonde. Les inscriptions à Pôle emploi sont exponentielles. Les entreprises sont en grande difficulté, et quand une entreprise est en difficulté, c'est l'emploi qui est en danger. Et quand l'emploi est en danger, ce sont des familles qui se retrouvent dans l'incertitude du lendemain et dans l'incertitude de pouvoir se projeter pour l'après-demain. Il nous faut, nous, collectivités, et les municipalités au premier chef, trouver des solutions pour que nous puissions accompagner au mieux l'ensemble de la reprise économique et l'ensemble de nos concitoyens qui sont face à cette difficulté-là. Tout seuls, je pense qu'ils ne s'en sortiront pas.
Ça veut dire que moi, maire de Carcassonne, au lendemain du 28 juin, je mettrai en place une cellule de crise qui mette autour de la table l'ensemble des collectivités partenaires publics, les chambres consulaires, mais aussi les chefs d'entreprise, les entreprises et artisans, pour que nous puissions, dans le cadre de l'économie que nous avons sur Carcassonne, mais aussi du tourisme, faire en sorte que nous mettions ensemble un dispositif qui puisse répondre à leurs attentes précises. Et pas simplement des petites mesurettes qui ont été importantes, qui ont été nécessaires, puisque nous avions dès le 6 avril adressé à Monsieur le maire de Carcassonne une proposition de mettre en place un fonds de soutien. Donc on était en plein confinement, c'était le deuxième mois, à peine, le début du deuxième mois. Un fonds de solidarité, un fonds de soutien aux entreprises et un fonds de soutien aussi aux personnes les plus en difficulté. Ça a été mis en place, me semble-t-il tardivement, mais je pense que ce sont des mesures qui ont répondu à une problématique juste sur le moment. Il faut regarder sur le long terme et dès la rentrée, je pense qu'on aura des grandes difficultés dans tout le secteur des hôteliers, des restaurateurs, des cafetiers, parce que pour l'instant, les ouvertures viennent d'avoir lieu, mais le public n'est pas là. Le public n'est pas là, les touristes vont avoir du mal à revenir. Donc, je pense très sincèrement qu'il faut qu'on offre et que l'on mette en place des offres promotionnelles de notre territoire, que l'on permette qu'il y ait une facilité et puis une facilité et des financièrement des offres attractives pour qu'il y ait la possibilité que l'on vienne nous visiter et que l'on vienne découvrir les richesses patrimoniales et les richesses culturelles de notre ville et de notre territoire. Oui. Moi, j'ai vécu le Covid en première ligne. Comme tout le monde. Ouais, le maire, là, le président de la République a reconnu quand même que le maire était le pilier de la République. C'est déjà pas mal. Nous allons être confrontés à une très grave crise économique, très grave crise sociale, très grave crise des esprits, très grave prise des comportements, des attitudes et très grave prise des relations individuelles. La ville de Carcassonne a fait ce qu'elle devait faire, bien évidemment, pendant le confinement. Personne ne peut dire le contraire, tout a été fait comme il convenait. Mais moi j'ai initié pendant le confinement ce que j'ai appelé une sortie de Covid-19 pour gérer l'immédiateté. C'est-à-dire gérer l'immédiat, essayer de trouver des solutions avant que par la suite nous ne réunissions toutes les instances compétentes ainsi que les chambres consulaires et autres pour trouver des solutions adaptées au niveau, par exemple, économique. Moi, j'ai pris des décisions concernant le soutien immédiat du commerce, de l'artisanat, des travailleurs indépendants aussi, car il ne faut pas laisser de côté, des décisions pour les personnes les plus défavorisées, des décisions pour les jeunes et les ados qui ne partiront pas en vacances, des décisions pour que la ville vive un peu pendant cet été avec certaines animations qui n'ont rien à voir avec ce que connaissent les gens. Mais ces décisions qui ont été prises étaient des décisions d'immédiateté, de sortie de crise. Il va falloir la suite maintenant, que nous serons confrontés, parce qu'on va passer le mois d'été, mais dès le mois de septembre-octobre, on va être confrontés à une réalité très, très, très cruciale, non seulement pour nous, les Carcassonnais, mais également pour l'ensemble des pays, pour l'Europe et pour le monde entier. Donc nous serons dans l'obligation de travailler conjointement sur des thèmes déterminés. Alors, il n'y a pas que le commerce, l'artisanat, les travailleurs indépendants, il y a les entreprises qui vont souffrir énormément, il y a la sous-traitance qui va souffrir énormément. Alors, il y a le rôle de l'État, bien sûr, mais le rôle des collectivités ne devra pas être négligé. Alors, comment cela va s'articuler? Seul l'État pourra nous le dire. Cela s'articulera à partir, effectivement, de la concertation que l'État devra obligatoirement réaliser avec les acteurs de terrain. Car s'il n'y a pas de concertation avec les acteurs de terrain, qui mieux qu'un maire peut donner son avis sur ce qui peut se passer sur son territoire
ou un président d'agglo sur son territoire, ou un président du conseil départemental sur son territoire, ou un président de région sur son territoire. Il faut que vraiment l'État s'appuie sur les responsables des collectivités territoriales, car eux savent. Alors ils ne sont pas peut-être très intelligents, au niveau de Paris on considère qu'ils ne sont pas peut-être très intelligents, mais eux savent, ils sont confrontés à la réalité, ils sont confrontés aux vrais problèmes des gens. Si vous saviez que pendant la Covid, on est parti sur les personnes isolées, de 200 on est arrivé à 602, des personnes qui étaient isolées, dont les enfants étaient bien sûr à l'extérieur, nous appelaient à nous pour qu'on aille vite chez voir leurs parents, comment ça se passait, en dehors des appels téléphoniques, comment ils étaient physiquement, comment ils se comportaient, etc. Donc, tous ces problèmes, on va les rencontrer à terme. Hein. On va les rencontrer à terme dans le cadre de cette crise énorme dont on va souffrir, tous. Alors, moi, je n'ai pas de solution. Là, on gère les quelques mois à venir. Ce que Mme Rivelle appelait des mesurettes, c'est des décisions pour l'avenir immédiat. Mais après, en septembre-octobre, il va falloir quand même qu'on passe aux choses sérieuses. Choses très sérieuses, mais pas uniquement en ville. Il faut que tout le monde travaille conjointement et en concours pour trouver des solutions adaptées à chaque territoire, car les territoires sont totalement différenciés. Il faut trouver des solutions à chaque territoire. Le territoire de Carcassonne n'est pas le même que celui de Moissac n'est pas le même que celui de Prades, etc., etc. Donc il va falloir que nous travaillions. Dernièrement, je voyais le président de la Chambre de commerce, puis ensuite j'ai vu les chefs d'entreprise. Bon, ça on le verra avec ensuite l'agglomération, avec le département. Il va falloir qu'il y ait un travail conjoint, quels que soient les élus, quelles que soient les opinions politiques. Ça n'a rien à voir. On est en face d'une population qui va être en souffrance. Et nous parlions effectivement, aussi bien Tamara Rivelle que moi, de la crise sociale qui va être énorme. On ne se rend pas compte des problèmes sociaux qui vont se poser, qui vont entraîner des problèmes de couple, qui vont entraîner des problèmes de famille. Donc je pense qu'il faut être un peu exhaustif au niveau des conséquences qui vont être regardées. Alors je reviens à la question, est-ce que ça a eu une incidence sur le programme? Pour moi, ça n'a pas eu une incidence, c'est la question que vous posiez. Pour moi, on avait au premier tour fait un programme qui était calibré sur le plan juridique, sur le plan financier dans le temps. Par contre, on s'est rendu compte pendant le Covid que les gens étaient demandeurs, on verra si c'est pratiquement le cas ou pas, étaient demandeurs par exemple de transport doux, étaient demandeurs de circuits courts. On a vu. Bon, effectivement, des particuliers se sont organisés pour les circuits courts, etc. Donc il faut organiser. Et moi, mon programme, j'ai un programme sur les pistes cyclables, sur les stations de vélo, etc., sur les circuits courts. Avant-hier, j'ai acheté la propriété de la Fajol pour faire des terrains du maraîchage. Mais on va accélérer là-dessus, si vous voulez. C'est la seule modification. On va accélérer là-dessus. Je ne dis pas que c'est la panacée quand on devient. Il ne faut pas être ridicule. Mais on va accélérer sur ce point particulier. Parce que les gens seront demandeurs. Je pense. Ce sujet des déplacements, justement, on aura l'occasion d'y revenir en détail dans le débat un peu plus tard. Je propose de laisser la parole à M. Montagnier sur cette question de l'impact sur le programme du confinement et de la crise liée au Covid. Donc tout d'abord, je tiens quand même à féliciter le personnel médical, quel qu'il soit, ainsi que les pompiers, caissières et forces de l'ordre qui nous ont permis quand même de continuer notre vie le mieux possible. Je pense que c'est un point quand même intéressant à dire. Concernant ce second tour, oui, effectivement, mais je crains aussi l'abstention, qui est le premier ennemi de la démocratie. Donc ça risque de poser problème, en espérant qu'il soit moins important qu'au premier tour. Concernant le programme, nous n'avons rien changé dans notre programme. Il a été imprimé en octobre, donc comprenez bien qu'on ne va pas s'adapter aux intérêts de l'actualité, surtout que dans notre programme, nous avons vanté de suite de mettre en avant le localisme, donc à notre échelle. Donc ça commence par le localisme alimentaire, d'une part. Voilà. Ça peut être aussi le fait de fournir donc les cantines scolaires comme les cuisines municipales de fruits et de légumes de producteurs locaux. Voilà, donc c'est déjà consommé à côté avant d'aller voir plus loin. D'autre part, concernant les mesures qui pourraient aider cette crise, parce qu'effectivement, mes deux adversaires politiques ont tout à fait raison, il va y avoir des répercussions économiques énormes et désastreuses. Elles ont déjà commencé, puisque je connais à titre professionnel et personnel des entreprises qui ont fermé, qui ont licencié malgré elles.
Donc, encore une fois, je vais reprendre certaines mesures qui sont déjà dans mon programme et qui pourront que aider dans ce sens-là, à savoir, dans un premier temps, la gratuité des parkings, donc pour inciter les gens à consommer en centre-ville, au maximum. Ensuite, il faudra aussi faire un effort au niveau des impôts fonciers, voir le geste qu'on peut faire. Continuer dans cet objectif de créer de l'emploi déjà pour contrecarrer ça, en aidant les jeunes voulant s'installer à leur compte. Moi, dans mon programme, il était inscrit carrément faire une rue dit start-up avec des jeunes entrepreneurs dans des rues où on sait que malheureusement à Carcassonne, en centre-ville, il n'y aura jamais de commerce car elles ne sont pas forcément intéressantes au niveau du passage, de l'emplacement ou de l'esthétique. Donc ça pourrait très bien être des bureaux, des centres de jeunes créateurs avec des loyers ultra modérés. Voilà, et ça amènerait de l'animation dans le centre-ville, de la jeunesse. Voilà. Et j'aimerais finir sur ce sujet par le fait que dans mes colistiers même, nous avons pensé, car nous avons quelques couturières, à créer même des masques et à les distribuer, mais n'étant pas élu, n'ayant aucun mandat, je suis un citoyen lambda comme tous les autres, et je n'ai aucun pouvoir d'aider qui que ce soit dans ce confinement qui était imposé à moi en tant que citoyen lambda, comme à tout autre citoyen. Je vous demanderai quand même d'être peut-être plus concret, plus concis sur les prochaines réponses, sinon on va vraiment beaucoup déborder du temps on va déborder, c'est sûr, mais on va essayer de le faire de manière raisonnable. Voilà, merci avec vous. Un dernier mot pour cette première séquence sur la question des conséquences de l'épidémie. Une question liée, alors après la dimension sur la campagne, après la dimension économique et sociale, on voulait vous poser la question de l'impact sur la vie quotidienne et notamment sur la question des manifestations populaires que peuvent être le festival, qui cette année est annulé, que peuvent être la feria, que peuvent être la magie de Noël. Au regard de ce qui a pu se produire sur certains rassemblements, en comparant ce qui est comparable, en parlant de la fête de la musique à Paris, comment vous envisagez l'organisation de ces rassemblements populaires, qu'il s'agisse des rendez-vous programmés cet été Place Carnot, mais aussi de la feria ou de la magie de Noël, qui sont inévitablement source de rassemblements conséquents. Comment vous pensez l'organiser ? Je pense que les fêtes populaires sont des lieux de rencontre, d'échange et de bien vivre entre les concitoyens. Ce sont des rendez-vous essentiels à la vie d'une ville. Les supprimer totalement me semble être une erreur. Mais il faut rester prudent par rapport au risque du Covid-19. Ce qui veut donc dire que je pense que les expériences et les réalisations faites dernièrement dans certaines villes de France, de faire des concerts en live, de faire du cinéma de plein air en drive, ce genre de choses peut permettre justement à nos concitoyens de se retrouver. Pour qu'il y ait ce lien social qui puisse s'établir tout en gardant la distanciation nécessaire au risque du Covid. Voilà ce que je voulais dire, mais je pense que ce sont des rendez-vous importants et nécessaires pour une ville telle que la nôtre, comme toutes les autres à travers la France. Oui, nous, si on en est là, c'est qu'il y a eu quand même une épidémie mortelle. Que cette épidémie n'est pas arrêtée. On voit qu'il y a une petite évolution. Moi, j'ai été amené à supprimer le festival in et le festival off. Et je le regrette bien évidemment pas. Alors la question de savoir maintenant, est-ce qu'on va réunir les gens ? Ça va être compliqué de réunir les gens. Faire du drive, un cinéma en voiture comme aux États-Unis, je ne vois pas que ça crée du lien social. Nous avons essayé, en tout cas moi, et quand je dis moi, c'est les gens que j'ai consultés, etc., nous avons essayé d'apporter une solution. Ce que j'ai vu au canal Saint-Martin, à Paris, pour la fête de la musique, c'est de la folie. Folie, oui. Mais c'est de la folie, parce qu'effectivement, le virus Covid-19, c'est un brassage, c'est un virus de brassage. Il est certain qu'il faut quand même isoler les gens un peu, on n'est pas sorti d'affaire. Bon. Donc, ce que nous allons faire, nous allons faire un été pour permettre à la ville de vivre. Il y a des commerçants qui doivent vivre quand même. Bon. Si on nous dit il faut une distanciation sur les sièges assis, on fera une distanciation comme on fait dans le théâtre. Si on nous dit mais on peut limiter la distanciation, ça permettra d'accueillir davantage de personnes. Alors tout à l'heure, vous posez, M. Carrier, la question, Place Carnot, etc. Place Carnot, si on fait un concert avec uniquement des artistes d'Occitanie,
car cette année, nous avons souhaité faire des artistes Occitanie. Je vous remercie. On ne peut pas faire venir de l'extérieur parce que c'est trop cher, etc. C'était une proposition. Et l'Occitanie, il y a 70 spectacles qui font travailler 350 intermittents de spectacle quand même. Alors on fera des concerts Place Carnot. Comment? Je pense que la Place Carnot contient 1000 places assises. Ben, on en mettra 500 si on continue la distanciation, si après le 11 juillet ça se fait comme ça. Dans la cour d'honneur de la mairie, on fera du théâtre de la musique classique. Bon, on fera comme dans les théâtres, un siège par deux. Et ensuite, on verra ailleurs comment cela se passera. Moi, je pense qu'il va y avoir un assouplissement, même si, effectivement, des excès ont été commis. Mais je pense qu'il y aura un assouplissement. Mais je suis d'accord avec ma collègue, il faut quand même que les gens se retrouvent. On ne peut pas non plus vivre chez soi, on a vu ce que ça représentait pendant 2 mois et demi. Il faut que les gens se retrouvent, mais avec quand même de la prudence. Alors, effectivement, aller au théâtre avec un masque, ça pose un problème. Aller au concert avec un masque, ça pose peut-être un problème. Mais on trouvera les solutions, on s'adaptera. Voilà, c'est tout. Alors, pour le surplus, question complémentaire, la feria, compliquée, parce que là, c'est vraiment le brassage. On retouche. La magie de Noël, ça peut être compliqué également parce qu'il y a du brassage. Alors pour l'instant, c'est le point d'interrogation. On ne peut rien dire. Autant on a pris la décision concernant le festival parce que la manifestation c'est impossible, autant pour les autres manifestations, on verra en fonction de l'évolution concernant la situation sanitaire. Alors pour ma part, sur le plan, j'ai un côté libéral effectivement, qui voudrait que la mécanique économique reparte, car comme je viens de le dire à l'instant, je pense à toutes ces petites mains, ces artisans, ces commerçants, ces entrepreneurs qui chargent, et le fait d'annuler ces fêtes ne peut qu'enfoncer le clou dans ce sens-là. D'autre part, après, il y a mon côté, ma fibre sociale, qui va vous dire que la santé passe au-dessus de tout, et qu'effectivement, s'il faut interdire, il faudra interdire au nom de la santé et de la sécurité ces manifestations populaires. Actuellement, le maire est en place, je pense qu'il est largement compétent pour savoir s'il faudra le faire ou pas. Donc de ce côté-là, je lui fais entièrement confiance et je n'jetterai jamais la pierre, car je sais très bien que la sécurité des citoyens passe au-dessus de tout. Oui, un petit complément. Très bref avant qu'on Très bref. passe au... Par rapport à la feria, moi je pense de toute façon notre liste s'est positionnée contre la corrida, donc déjà ce volet-là, nous ne le porterons pas en termes d'organisation. Mais par contre, ce qui représente le campo, avec l'ensemble des stands qui sont des casitas qui sont tenus par les associations, c'est aussi le rendez-vous de rentrée. Et je pense que c'est pas uniquement le salon des associations qui a lieu le 14 septembre qui enclenche le démarrage de l'année d'activité pour les associations. Il y a la possibilité de démultiplier sur la ville, sur les places publiques, en différentes poches moins nombreuses que sur le campo tel qu'il a été jusqu'à présent, pour qu'il y ait des micro-places de stands avec la possibilité de rencontrer les associations et que les gens puissent se rencontrer aussi. Ça veut dire que c'est à l'échelle du marché actuel de centre-ville de Carcassonne. Je veux dire, la question de la distanciation sur le marché Place Carnot, à l'heure actuelle, elle pose question quand même, parce qu'il y a quand même énormément de monde. Et je crois que sur une proposition d'une fête du Sud fin août à l'approche de la rentrée de septembre, en différents lieux de la ville, pourrait permettre d'avoir une solution adéquate à la question de la distanciation. C'est ce que nous allons faire, Marie-Yvette, puisqu'en effet c'est décidé. Enfin, on ne peut pas l'annoncer tant qu'on n'a pas les mesures de sécurité sanitaire. Voilà. Je vous propose de passer à la deuxième séquence du débat, largement consacrée à l'économie, avec d'abord un premier thème qui avait déjà été largement abordé pour le premier tour, la question de la fiscalité et pour ce qui concerne la ville, la taxe foncière. Vous partagez un point commun, c'est d'avoir annoncé dans vos programmes le souhait de baisser cette taxe foncière. Madame Rivelle avec un taux qui est à 37,5%.
Monsieur Lara, vous avez évoqué lors d'un récent point de presse un taux ramené à 36%. Monsieur Montagnier, vous évoquez une baisse de 4 à 5 points envisagée sur le mandat. Je rappelle qu'aujourd'hui, la taxe foncière, depuis le conseil municipal du 11 juin, est fixée à 40,66%. C'est un taux qui, par rapport aux villes de la même strate, est très élevé, puisqu'on est sur une moyenne de 23,19%. La question est simple, c'est comment vous envisagez de compenser cette perte de recettes qu'induirait le passage de la taxe foncière de 40,66 à 37,5, 36 ou environ 35% pour monsieur Montagnier. Alors, ce sont des éléments qu'on a abordés pendant la campagne et je pense que l'objectif, effectivement, est incontournable, de baisser les impôts, la taxe foncière sur Carcassonne. Quand on a une maison qui a un pavillon avec 3 chambres à Carcassonne, on paie 2 700 €. Quand on est à Palaja ou à Villemoussousou, on paie 1 200 €. Le calcul est très simple pour les ménages qui souhaitent s'installer, des jeunes ménages ou des gens qui sont à la retraite qui veulent revenir sur Carcassonne. Le calcul est très simple en termes de charges familiales, c'est impossible. Nous avons perdu 1600 Carcassonnais sur ce mandat, alors que les villages périphériques continuent à avoir une progression démographique, alors que l'ensemble du département continue à avoir une progression démographique. Donc il y a un réel problème qui est lié à l'image de la ville, peut-être, parce que manque de propreté, manque de sécurité, mais aussi et surtout à cause de cette taxe foncière qui est trop élevée. Alors oui, nous ferons en sorte de baisser la taxe foncière jusqu'à hauteur de 37, je dis même la température fiscale de la ville à hauteur même de 37,5%. Où est-ce que c'est qu'on va trouver les solutions d'économie ? Je rappelle pour préciser les choses que la baisse d'un point représente l'équivalent d'une perte de 500 à 700 000 € pour la ville. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a un coportage des projets et un cofinancement des projets avec l'ensemble de nos partenaires institutionnels, que nous intégrerons dans le cabinet du maire, une personne qui sera en charge d'aller négocier des subventions, même jusqu'au niveau européen, parce qu'on n'a aucune subvention européenne qui arrive sur Carcassonne. C'est quand même très étonnant pour une ville doublement classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est au cœur de l'Occitanie. C'est vraiment très étrange. Donc on aura déjà cette possibilité-là. On aura la nécessité de mutualiser certains services avec l'agglomération, parce que c'est un travail main dans la main que je souhaite avec Régis Banquet et l'ensemble des élus de l'agglomération, pour faire en sorte de diminuer de manière très importante le budget de fonctionnement de la ville, et donc de diminuer la nécessité de capter de l'argent auprès de nos concitoyens. Troisième élément, c'est que un investissement, pour vous donner un exemple, un investissement en termes d'économie d'énergie et en termes donc de diminution de la charge de fonctionnement, c'est quand on investit 1 million d'euros une première année sur de l'éclairage public intelligent qui à l'heure actuelle est obsolète de près de 50 ans, on se retrouve avec une économie annuelle de 500 millions. D'accord ? La moitié. Donc ce sont des objectifs qui sont à la fois écologiques mais essentiellement économiques. C'est trouver dans chaque domaine la possibilité de trouver des économies avec les économies d'énergie liées aux améliorations énergétiques dans les bâtiments aussi publics, les écoles, etc. Diminuer la chaleur dans les bâtiments publics en végétalisant et en permettant de diminuer la chaleur de moins de 5 degrés, donc on a moins besoin de climatiseurs, etc. Donc on est sur ces deux leviers. Même titre qu'en baissant la taxe foncière, automatiquement on réattire des gens qui veulent s'installer dans notre ville. Donc automatiquement ce sont des personnes qui paieront des impôts locaux supplémentaires, parce qu'ils seront moins élevés pour l'ensemble de la population. Bon, sur ce sujet, j'avais expliqué lors d'un conseil municipal, j'avais donné des explications qui me paraissaient cohérentes, qui étaient fondées sur des chiffres, mais
Apparemment, ça n'avait intéressé personne. Moi, je vais vous parler d'une réalité. Je ne suis pas dans le rêve. Je suis dans la réalité. En 1983, lorsque Raymond Chézat est arrivé au pouvoir, ses prédécesseurs avaient un taux de taxe foncière de 30,59%. Déjà. En 2016, car c'est la dernière année sur laquelle on a travaillé, le taux était de 40,69%. C'est-à-dire qu'en 33 ans, la taxe foncière avait augmenté de 11,1%. Par la suite, la taxe foncière a été orientée vers le conseil départemental qui s'appelait le conseil général. Et la première année, en 1990, le taux de la taxe foncière au conseil général était de 14,27%. Il est aujourd'hui de 30,69%. C'est pour ça que c'est moins Vous cher. en savez quelque chose, vous êtes conseillère départementale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire quoi ? La taxe foncière rapporte à la ville 28 millions d'euros. Elle rapporte au département presque 19 millions d'euros. Et à l'agglo, 1 million d'euros. Mais ça, les Carcassonnais, il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils le sachent, car si ils paient une taxe foncière élevée, il y a une grande partie qui va au département et à l'agglomération. C'est comme ça, c'est normal, c'est la loi qui a fixé ce financement, c'est ainsi. Maintenant, le département va perdre la taxe foncière au profit d'une partie de TVA, on verra comment ça se passera. Donc, en réalité, la taxe foncière de Carcassonne est une taxe foncière dont une grande partie va à d'autres collectivités territoriales. C'est-à-dire que sont supprimées la taxe foncière à l'agglo, la taxe foncière au département, les Carcassonnais ne paieraient que 28 millions. Et Villemoussoussou, rien du tout, donc. Comment ? Et Villemoussoussou, rien du tout, donc. Villemoussoussou, rien du tout, donc. Pourquoi ? Puisqu'on paie la moitié. Alors, mais non, mais mais la réalité, elle est là. Ah ben oui, elle est mais là. la réalité, elle est là. Mais ça, c'est pas. Sauf que vous êtes ce n'est pas de la fantaisie. Là, c'est de la réalité. Et avec cette somme que nous percevons, nous sommes obligés d'investir ce qu'on appelle les investissements de centralité. Alors moi, je comprends très bien qu'à Villemoussoussou, puisque vous parlez de Villemoussoussou, qui a réussi le redoutable tour de force de ne pas avoir de logements sociaux, alors que nous sommes à 24,6%. C'est faux. Attendez, arrêtez, je connais ça sur le bout du doigt, ne commencez pas à me arrêter quand je parle, parce qu'à ce moment-là, on ne sortira pas. Ouais. Bon. Donc, qui a réussi ce tour de force, nous sommes à 24,6%. Donc, je comprends très bien que les gens doivent habiter à Villemoussoussou. Quand les gens de Villemoussoussou veulent leur match de rugby, ils viennent ici à Carcassonne. Quand ils veulent le voir, vous parlez tout à l'heure de la magie de Noël, ils viennent à Carcassonne. Mais qui paie ? Qui paie ? Ce sont les Carcassonnais qui paient. Ce ne sont pas les gens de Villemoussoussou, de Villegayen ou d'ailleurs de Palaja, de Casia qui paient. C'est nous qui payons. Alors je comprends très bien que dès lors qu'il n'y a pas de charge de centralité, certains taux de taxes foncières soient relativement modestes. Mais nous, ici, nous sommes obligés de constater que les 2/5 de notre taxe foncière vont à d'autres collectivités. Alors, là, on a, en 33 ans, c'est la première fois que nous avons diminué la taxe foncière. En 2017, de 1,5%. Point ou... Nous avons diminué cette année de 1%. Vous avez dit ce que ça représentait, 1% de diminution. Bon, nous irons effectivement en 2026 à 36% environ. Comment nous ferons ? On parlait tout à l'heure des économies, mais on le fait depuis longtemps, ça. On a mis 20 000 mètres carrés pour éviter effectivement des perditions de chaleur dans le bâtiment public. Enfin, on le fait depuis longtemps. On va essayer on fera, car c'est ainsi qu'il faut le faire, d'assurer des économies partout où on peut les assurer, ces économies. On peut faire autrement. Car 90% de nos recettes, à nous, c'est la recette fiscale et des dotations d'État. Donc, on est obligé de faire des économies.
Alors, les 36, on y arrivera, sûr. D'ailleurs, cette année, on voulait diminuer de 2%, c'est moi qui ai dit, il faut quand même, vu la crise du Covid et les 2 500 000 € de pertes de recettes, il faut quand même un peu lever le pied. Donc, les 36%, on y arrivera. Parce que c'est ainsi, on sera dans la moyenne de la strate des villes de cette importance. Mais est-ce que ça aura un effet sur la volonté des gens d'habiter Carcassonne? Je ne crois pas. J'espère en tout cas. Jusqu'en 2009, le taux d'imposition était celui que je vous ai indiqué, 40,69%. Et il y avait un accroissement de population. De 2009 à 2014, la population a décru. Elle a décru. Pourquoi? Explication à trouver ailleurs. L'explication est à trouver dans le rapport de la Chambre régionale des comptes que vous avez lu avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention. Donc, en réalité, la diminution permettra peut-être d'inciter. Bon, actuellement, je tiens à vous dire, parce que c'est un élément positif quand même, il faut le dire, à nos collègues qui sont candidats. Là, je signe à longueur de journée des déclarations d'intention d'aliéner de personnes qui viennent de l'extérieur qui achètent à Carcassonne. Donc ça veut dire que le marché de l'immobilier repart, ce que disent également les notaires. Bon. Alors, repart pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle finalité? Ça, c'est les investisseurs qui peuvent en parler. Mais pour en revenir à la taxe foncière, c'est le grand débat, effectivement, de ces élections. Tout le monde semble découvrir que la taxe foncière est importante, elle est là depuis très longtemps. Nous avons des communes, il n'y a pas de relation de causalité entre d'une part la taxe foncière et la population, puisque Trèbes, qui a une taxe foncière très élevée, elle est une commune qui manque de population. C'est pas là qu'est le problème. Le problème, il est peut-être ailleurs. Donc il faut à nous de trouver, nous sommes suffisamment subtils peut-être pour le trouver, mais la réalité elle est là. Alors en taxe foncière, je réponds à la question, j'en termine, effectivement nous la diminuerons à l'horizon 2026 à 36%. Donc nous concernant cette fameuse taxe foncière qui fait beaucoup parler à Carcassonne, qui malheureusement fait fuir pas mal de Carcassonnais chaque année, hein. Nous avons beaucoup de Carcassonnais chaque année qui quittent la ville, entre autres pour cette raison principalement, et je le déplore. Nous avions prévu donc de l'abaisser, cette taxe foncière, entre 4 et 5 points, hors revalorisation des bases. Donc il faut savoir quand même que les bases de calcul sont réactualisées chaque année en fonction de l'inflation, donc ça personne ne le dit. Et les taux sont élevés et restent conséquents, donc c'est un repoussoir à investisseurs ou à familles de classe moyenne voire supérieure. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Il faut parler des leviers que nous pouvons mettre en place. Premièrement, renégocier les emprunts en cours à la mairie, et encore avec des taux trop élevés. Revoir les marchés avec nos partenaires, ça c'est primordial, c'est quelque chose qui doit se négocier chaque année avec tout le monde. Nous pouvons aussi ne pas remplacer systématiquement un départ à la retraite. Je pense que déjà c'est un bon point. Et après, il a été évoqué à juste titre par mes prédécesseurs, effectivement, des injustices fiscales, dans le sens où la magie de Noël, le festival, la feria sont financés par les Carcassonnais, mais sont ouverts à tous. Donc là, j'en reparlerai plus tard sur le volet touristique, où j'ai une idée justement pour autofinancer, ou du moins rendre une équité à ce niveau-là, au niveau du budget de ces animations. Je peux peut-être compléter. Réagir par rapport, oui, tout à fait. Réagir par rapport à l'explication que je trouve très très fumeuse de Gérard Lara. Dire que l'on pâtit des charges de centralité, c'est un fait. Mais quelle est la différence entre Carcassonne, Rodez, Saint-Gaudens, Béziers, Montpellier, alors que ces villes-là ont un taux de taxe foncière bien moins élevé que celle de Carcassonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si on enlève les impôts fonciers de départementaux et la part de l'agglomération, ferait que la taxe foncière serait allégée à Carcassonne. Elle serait d'autant plus allégée à Villemoussousou, à Palaja, puisque ce sont les mêmes taux. Ce qui veut donc dire qu'au lieu de payer au lieu de payer ici 2500 € pour un pavillon, on paie à l'heure actuelle 1200 € dans la première couronne de Carcassonne.
Si on enlevait aussi la taxe, les taxes départementales d'agglomération, ça serait encore plus bas que celle de Carcassonne. Donc je veux dire, vos explications ne tiennent absolument pas. Elles sont donc utiles. c'est du grand enfumage, comme d'habitude. Elles sont intelligentes comme d'habitude, je suis désolé. Personne ne peut aller contre ce que je viens de dire. C'est la réalité fiscale. Demandez au fisc ici, vous verrez ce qu'ils vous diront. Ils vous diront ce que je dis. En réalité, le problème de la fiscalité est directement lié à la fiscalité des autres collectivités. Voilà ce que je voulais dire. Quand vous avez l'agglomération contre notre volonté, qui augmente la taxe foncière et la taxe d'habitation, voulue par Mme Rivelle et M. Hichet, par exemple, qui étaient des Carcassonnais, qui ont été augmentés en 2016, à l'agglomération, il en coûte 1 500 000 € de plus aux Carcassonnais. Je veux dire par là qu'il faut qu'il y ait, là aussi, vous avez parlé de mutualisation, vous avez raison, une mutualisation des services, il faut qu'il y ait une mutualisation des principes généraux de la fiscalité. Autrement dit, il faut que chacun soit d'accord. Si nous, on diminue et si l'agglomération augmente, ça ne sert à rien. Puisqu'en effet, ce sont les Carcassonnais, on est ici à Carcassonne, ce sont les Carcassonnais qui payent. Donc en réalité, il va falloir là aussi qu'il y ait une grosse réflexion. C'est très bon d'avoir des réflexions, mais je répète, Madame Rivelle, les chiffres que j'ai donnés sont des chiffres qui sont incontestables. 40 ans de responsabilité. Oui, ils sont incontestables. 40 ans de responsabilité. Oui, par rapport à ça. Je crois qu'on a un peu plus loin une question justement sur les relations avec l'agglo. Peut-être qu'on est un petit peu au cœur de cette problématique-là. On peut effectivement enchaîner avec cette question. Monsieur Lara, vous évoquiez l'agglo. Madame Rivelle vous en partie répondu. On va enchaîner directement sur ce sujet-là afin que vous vous positionnez tous les trois sur la question de l'agglo et en premier lieu de sa gouvernance. C'est un sujet qui a été abordé cette semaine par M. Lara, évoquant une prise de présidence envisagée, pour dire clairement les choses. C'est Mme Rivelle. Comment vous positionnez par rapport à la question de la gouvernance de l'agglo et au rôle que doit jouer la ville-centre par rapport à... Moi, j'ai toujours dit que le travail main dans la main avec l'agglomération était une obligation et qu'il fallait que Carcassonne sorte de son syndrome d'insulaire, qui travaille tout seul dans son coin, sans aucune coopération et sans aucune coordination et cohérence avec l'agglomération qui est la coordination en fait, une coopération entre différentes collectivités. C'est pas rien, 82 collectivités. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cette confiance partagée entre une ville-centre qui peut faire peur par une hégémonie, et a priori, ce que j'ai entendu dire cette semaine par le candidat Lara, c'est qu'il y ait une prise de responsabilité jusqu'à la tête de l'agglomération. Il y a un respect à avoir entre le tissu urbain et le tissu rural, pour qu'il y ait une co-construction des projets, qu'ils soient partagés et qu'il puisse y avoir un devenir qui se construise ensemble, et pas en opposition. Et là, avec la présidence par Régis Banquet, cet équilibre-là est assuré. Que la ville de Carcassonne représente un nombre important d'élus qui siègent au conseil d'agglomération, c'est un fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ville-centre apportera par le nombre d'élus et le nombre de vice-présidents et le nombre d'élus au bureau de l'agglomération, ça part à la construction d'un projet collectif. Donc il n'y a pas d'image de baisser les bras par rapport à une agglomération. Donc c'est vraiment une volonté de travail en commun et de respect collectif. Mais ce que je veux dire, c'est que avec ce souhait de partenariat avec l'ensemble des collectivités, départements, régions, agglos et plus haut, ce que je souhaite, c'est que la ville de Carcassonne arrive à se développer avec cohérence pour qu'elle devienne le cœur battant de tout le territoire de l'agglomération. Une ville-centre qui est dynamique et une ville-centre qui est le cœur battant d'un territoire, ça veut dire que ça entraîne tout le territoire vers le haut. Et ça veut dire que l'ensemble du territoire profite de cette dynamique et après, inversement,
le territoire rural permet aussi d'avoir une diffusion, on va dire, l'économie carcassonnaise, elle est essentiellement basée sur le tourisme. Quand 2 millions de touristes s'arrêtent à Carcassonne pour visiter la cité, c'est une grande richesse. Ça profite aux restaurateurs essentiellement, parce que les gens mangent sur le coup de midi ou le soir, mais ils repartent au bout de 2h30. Alors qu'il y a énormément de liens à tisser avec l'ensemble du territoire rural, parce qu'il y a des richesses patrimoniales, il y a des richesses naturelles, il y a des richesses viticoles qui sont à découvrir et à donner à découvrir. Et ça, c'est une ville-centre. On ne travaille pas en lien étroit avec l'agglomération et avec l'ensemble des communes. Jamais ça ne peut se construire, ça. Voilà ce que je voulais dire. Je ne serai pas candidate à la présidence de l'agglomération. Oui, sous la mandature que nous venons de passer, je mets quiconque au défi de dire que la ville de Carcassonne n'a pas soutenu la gouvernance de l'agglo. Nous avons toujours voté toutes les décisions, sauf la décision fiscale dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que l'agglomération était dans une situation catastrophique en 2014 et que moi, maire de Carcassonne, avec la majorité que je représente bien sûr, j'ai considéré qu'il fallait aider l'agglomération à se redresser. Et personne ne pourra dire que nous n'avons pas aidé l'agglomération à se redresser. Nous lui avons permis de se redresser parce que j'ai souhaité qu'il y ait toujours des décisions dans le sens de la gouvernance de l'agglomération. La ville-centre, j'ai dit dans une intervention, a été négligée, je le répète. Mais il y a des priorités dans la ville. Est-ce qu'il faut permettre à l'institution agglomération de sortir de l'ornière, ou bien est-ce qu'il faut jouer la carte ville pour plomber en plus l'agglomération ? Bon, c'est pas ma stratégie, c'est pas ma vision à moi. J'ai voulu dans un premier temps, et j'ai aidé le président dans ce sens, à faire en sorte que l'agglomération sorte de l'ornière, et elle commence à sortir de l'ornière. Bon. Mais la ville n'a pas tout son rôle. La preuve, en 2011, 2012, 2013, on a bradé la ville, il a fallu que je fasse un procès devant le tribunal administratif, que la ville a gagné, pour avoir un nombre approprié et adéquat par rapport à la population dans la composition du conseil communautaire. Nous l'avons gagné, ce procès. Bon. Cela signifie qu'en réalité, on considérait dès le départ que la ville n'avait pas le rôle qu'elle devait jouer. Je suis désolé, moi je dis d'une chose très simple, il faut que la ville, 42% de la population, 44% de sa richesse, de l'agglo, soit effectivement non seulement reconnue, mais ait un rôle majeur dans le cadre du fonctionnement de l'agglomération. Alors, mes propos étaient ambigus, M. Carrier. Est-ce que je suis président? Est-ce que je revendiquerai la présidence? J'ai dit qu'il fallait une négociation globalisée sur l'ensemble de tout ça. Et s'il faut prendre la présidence, moi, vous savez, j'ai l'habitude d'aller au combat. Hein. J'y suis allé en 2014, j'ai été battu, point final, n'en parlons plus. Et vous ne le proposeriez pas à Isabelle Chézat, à qui vous aviez proposé de laisser la main dans un second mandat ou en cours de mandat? Ne vous occupez pas de moi. Arrêtez toujours d'interrompre. Vous devenez insupportable. Soyez pas insupportable. Là. Vous devenez toujours, vous intervenez. Laissez parler les gens. Moi, j'interviens pas. Moi, je spécule pas ce que vous allez faire. Je spécule pas qui va être votre premier adjoint, je m'en fiche complètement, c'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que vraiment je revendiquerai la présidence de l'agglo ou pas? Je verrai. Mais s'il faut le revendiquer, je le revendiquerai comme en 2014. Si je suis battu, je serai battu comme en 2014. Si je suis élu, je serai élu comme en 2014. Mais c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais quand je parle de négociation globalisée, c'est pour permettre à la ville d'avoir tout son rôle. Moi, par exemple, je suis passionné par l'économie. Je veux assurer la gestion économique de la ville. Voilà, donc qu'on ne m'empêche pas d'assurer la gestion économique de la ville.
alors je serai président, je serai candidat, peut-être que demain je serai mort, on n'en parlera plus. Donc c'est pas ce qu'il faut dire. Il faut dire en réalité, bon, il y aura des élections, on va voir quel va être le positionnement globalisé de l'ensemble du territoire, et ensuite on verra ce qu'il faut faire. Bon, s'il faut que pendant 6 ans vous avez eu un président du monde rural, pourquoi pendant 6 ans il n'y aurait pas un président du monde urbain? C'est une logique. Alors, elle est peut-être idiote, ou peut-être elle se défend. Ça peut être une logique. Moi, je dis, nous verrons une négociation globalisée pour donner à la ville quand même son importance. Moi, je considère qu'il y a des secteurs majeurs sur lesquels la ville ne peut plus transiger. L'économie, le tourisme et les finances. Voilà, c'est tout. Après, on verra. Si on me dit ce que tu me dis c'est pas recevable, on me dira que c'est pas recevable. Pas pour autant que je me ferai une crise, hein. Mais je me présenterai à l'élection. Voilà, c'est tout. Monsieur Montagnier, candidat ou pas à la présidence de la ville? Franchement, je ne suis même pas là. Je préfère me concentrer sur le municipal. Mais c'est quand même un point très important, car là, on est entre spécialistes de la politique ou journalistes compétents. Et malheureusement, je le regrette. C'est vraiment l'inconnu pour le citoyen lambda, le Carcassonnais lambda, l'agglo. Il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas qu'est-ce qu'ils votent, quel pouvoir ils ont, qui c'est qui les élit, comment ça se passe, est-ce qu'ils peuvent assister à un conseil communautaire, est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'y assister. Et c'est vraiment le flou complet. Moi, à titre personnel, j'estime que c'est un pouvoir et une compétence supramunicipale. Honnêtement, je le déplore. Limite antidémocratique, car on ne permet pas aux électeurs, aux Carcassonnais, de voter s'il fallait élire. Bon, c'est un fait. Je rappelle juste que les élections municipales permettent de désigner les délégués communautaires qui siégeront, donc on est sur un suffrage universel. Tout à fait, mais c'est un peu, c'est particulier quand même. On ne part pas sur une campagne, on ne part pas sur un programme, sur une élection spécifique. On en parle, hein. Nous on en a parlé dans le programme. Mais pour être maire, c'est être forcément président. La gratuité des transports à terme, public, c'est important. Oui, mais tant mieux. C'est un choix. Tant mieux que ça aille dans ce sens. Tant mieux. La gestion publique de l'eau aussi, c'est un objectif que nous avons. Et c'est l'agglomération qui l'a. Du moment que ça a de l'intérêt des Carcassonnais, pour moi, c'est l'essentiel. Donc effectivement, il faudra aller au-delà des étiquettes politiques, d'ego ou de partisanes. Effectivement, il faudra faire un travail commun ensemble pour que l'intérêt des Carcassonnais soit supérieur à l'intérêt des idéologies, des étiquettes politiques ou des intérêts personnels. Je reviens à un sujet économique que vous avez évoqué, Monsieur Laurent, parlant des compétences de l'agglomération, en parlant du tourisme. Oui. On voulait aborder cette question de l'impact et de l'importance du tourisme pour la ville de Carcassonne, en abordant la question de la façon dont la Bastide peut ou non profiter de cette manne. Juste quelques chiffres pour resituer l'importance du tourisme, avec des chiffres qui sont issus des différentes années précédentes avec le Centre des monuments nationaux et l'Agence de développement touristique, qui est l'émanation départementale en charge de la politique touristique, pour dire que sur les châteaux et remparts de Carcassonne, qui sont le site payant, on était sur 621 000 visiteurs en 2019, que les éco-compteurs qui sont mis en place par l'ADT avaient permis de chiffrer le nombre de visiteurs en 2017 à 2,1 millions. La même année, M. Lara, vous évoquiez un chiffre de 2,4 millions, je le rappelle, puisque vous en aviez... 2,5. 2,5, oui. Voilà. Et pour ramener ce chiffre à l'importance qu'il pourrait représenter pour la Bastide, dire que sur l'éco-compteur qui relevait 2,1 millions sur la porte narbonnaise, on était sur le Pont-Vieux à seulement 498 000 personnes. Donc la question était simple, comment faire venir ces 2 millions de visiteurs qui a priori ne passent pas le Pont-Vieux et ne viennent pas en Bastide. Et combien se promènent en Bastide? 76 000. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la solution? La solution, elle est liée déjà à l'opération Dansite, qui est au point mort, qui n'avance pas, ce monstre du Loch Ness, alors que c'est un merveilleux projet pour Carcassonne, qui permette d'avoir un flux touristique qui soit diversifié, qui ne soit plus avec une porte d'entrée sur l'autoroute côté est, donc du côté de Trèves, rentrant par la Rocade, s'arrêtant sur un parking de délestage,
faisant un tour de piste sur les remparts ou à l'intérieur de la cité, et repartant au bout de 2h30. Les quelques qui souhaitent s'aventurer par la porte narbonnaise se trouvent sur une rue de la Barbacane peu attrayante, après avoir passé et admiré le Pont Vieux, se trouve face à une voie. Je suis désolée, mais la rue du Pont Vieux, que j'avais souhaité voir sur le deuxième mandat que nous aurions pu faire à la fois précédente, mais qui n'a pas été possible, doit impérativement, et ça je crois que c'est une des premières actions, doit impérativement être rénovée, être rendue piétonne, permettre aux artisans de bouche qui sont présents dans cette rue et qui sont d'une excellence première, pouvoir être développés et faire en sorte que l'ensemble des pas de porte des rez-de-chaussée, donc de la rue de la Barbacane et de la rue du Pont-Vieux puissent être préemptés par la ville de Carcassonne et puissent être mis à disposition des artisans d'art, des artisans de bouche, des commerces de produits du terroir pour vendre la vitrine du département et de nos vignobles. Ça veut dire que quand on est à la cité de Carcassonne, vous cherchez un panneau qui vous indique les qualités, les merveilles à voir en Bastide, il n'y en a pas. Il n'y en a pas un seul. Même pas sur la place du Prado. En vous disant, vous allez retrouver la voiture, mais sachez que derrière, juste en faisant demi-tour, vous avez une Bastide médiévale avec d'extraordinaires hôtels particuliers, avec un canal du Midi qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et que vous pourrez y découvrir des richesses adultes. Ce que je pense, c'est qu'il faut accompagner les gens. Et puis quand on a 2 millions de touristes qui nous font l'honneur de venir nous visiter, il faut être respectueux de ces gens. Il faut que les abords et les espaces publics soient entretenus de manière parfaite. Il faut qu'une municipalité prenne soin, mais vraiment prenne soin de l'ensemble des richesses qu'elle a en son sein. Et que l'on puisse offrir à visiter en Bastide des espaces qui sont liés à la découverte de notre histoire, que ce soit de la préhistoire avec les merveilleuses collection de Jean Guilaine, de cet archéologue qui est émérite, qui est au Collège de France et que personne ne rend jamais. Alors moi je dis, on est une équipe neuve, avec des idées importantes et qui prennent en compte les richesses que nous avons sur notre terroir. Jean Guilaine, c'est quelqu'un qui est reconnu à travers le monde entier. Il a une collection extraordinaire. Il commence à rentrer dans l'âge et il s'inquiète de savoir qu'est-ce que sa collection va devenir. Est-ce qu'il va devoir l'offrir à des musées européens, à Bruxelles ou à Berlin, alors qu'elles sont ici, à Carcassonne, dans des resserres, dans des greniers qui sont poussiéreux parce que personne n'a pris la tâche de cet homme et la volonté de mettre au regard du grand public, que ce soit des Carcassonnais pour qu'ils intègrent leur histoire et qu'ils en soient après les ambassadeurs de la ville de Carcassonne. De la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge, alors ça veut dire que c'est le centre d'interprétation historique que la ville d'art et d'histoire devrait avoir, qu'elle n'a pas encore vu venir, malgré un bâtiment acheté, qui est fermé au public, qui ne reçoit personne, avec le musée de la préhistoire et du Moyen-Âge, pourrait être un lieu de destination pour descendre en centre-ville et découvrir des choses. Il y a aussi un très très grand collectionneur qui s'appelle Raymond Azibert, dont les collections sont présentées dans les grands musées de France, qui lui aussi rentre en âge. Il est carcassonnais, il a passé toute sa profession, toute sa période professionnelle à Carcassonne. Il s'est retiré de Carcassonne parce que personne ne regarde de près la qualité de ses collections et d'art contemporain, mais de très très haut niveau. Il a fait une exposition à Beaubourg avec sa collection, aux abattoirs à Toulouse. Et que va devenir sa collection? Elle va partir sur des musées à l'international, alors qu'elle pourrait très bien trouver la place sur un département que l'on pourrions ouvrir au-dessus du musée ou en parallèle du musée de Carcassonne. Moi je dis, il faut des lieux à destination, des touristes qui souhaitent découvrir des choses particulières en centre-ville et faire en sorte qu'elles puissent avoir matière à rester plusieurs jours sur Carcassonne
et après partir sur l'ensemble du territoire. Oui, la Bastide peut avoir un développement très positif. Maintenant, et pour terminer sur ce sujet, la question de l'économie touristique, elle est essentielle à Carcassonne, mais quand on voit des crises telles que l'on vient de passer et telles que nous vivons à l'heure actuelle, il est très dangereux de n'avoir qu'un pied sur et qu'une volonté de développer le tourisme. Je pense très important en termes d'économie de lancer des pistes pour que nous puissions prendre langue avec la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne, dont j'ai vu le président hier matin, mais lancer des pistes avec la CCI de Toulouse, parce qu'on est aux portes de Toulouse, et qu'il y a il y a des personnes qui ont envie d'investir sur des villes telles que les nôtres. Le temps des métropoles est terminé. Il y a des analyses internationales qui démontrent cette vérité-là. C'est le temps, à l'heure actuelle, des villes moyennes ou des villes intermédiaires telles que les nôtres. Donc je pense qu'il faut être hyper démonstratif et VRP. Nous, ce que l'on souhaite faire dans le cadre du développement économique, c'est mettre en place un comité d'extension économique. Ça veut dire que ce n'est pas une instance bis de la CCI ou de la Chambre d'agriculture, mais c'est travailler avec ces instances-là, travailler avec les entrepreneurs qui sont en lien avec d'autres entrepreneurs sur le territoire français et même étrangers, mais justement pour être les VRP de notre territoire, pour attirer, inviter des entreprises à venir s'installer à Carcassonne. Ça veut dire que quand des entreprises... Quitte à revenir en plus un peu sous forme de débat... C'est ça, la Carcassonne, c'est qu'on développe l'emploi. On va revenir sur le sujet du tourisme. Oui. La Bastide et moi, je voudrais dire que je bois du petit lait quand Madame Rivelle me décerne des compliments. C'est moi qui ai obtenu, après avoir pris un dossier complètement en jachère, laissé en jachère de 2009 à 2014, le dossier Grand Site, et qu'il est défendu à la Commission nationale et qu'il a obtenu le 8 décembre 2016. Mais, Mme Rivelle est membre du conseil syndical, elle ne me dira pas le contraire, nous avons des pires difficultés avec l'État, qui nous crée des complications en ce qui concerne l'avancée du dossier. J'en veux pour preuve la libération des douves des voitures. Je devais proposer, à ma qualité de président, l'enherbage de ces douves, et on nous a imposé des fouilles, des recherches, etc. Et on aura les pires difficultés. Nous avons du retard, et je le dis parce qu'il faut dire les choses comme il faut, nous avons du retard dans ce domaine, Opération Grand Site, à cause précisément de l'État qui nous crée des complications. Il est vrai qu'il y a des règles à respecter, mais tout de même, il faut quand même qu'on avance un petit peu. Alors, cette opération Grand Site, elle va débuter, car la ville sera maîtresse de l'ouvrage. La ville va faire, avec ou sans l'État, avec ou sans les partenaires, la place Saint-Gimère et la montée Saint-Gimère, la montée de la Porte d'Aude. Voilà, c'est comme ça, sous mon autorité, si je suis élu, c'est comme ça que les choses avanceront. Si on n'avance pas, de manière un peu autoritaire, on n'avancera pas du tout. Alors, pour le tourisme, Mme Rivelle a raison, la rue de Pont-Vieux est une rue qui est dégradée. Or, il se trouve que dans notre programme, la rue de Pont-Vieux va être restaurée. Et que s'agissant du tourisme, cette espèce d'immeuble qui est en déshérence depuis des décennies, qu'on appelle le couvent des Carmélites, si nous entendons avec l'AGLO, ou si je suis président de l'AGLO, ou s'il y a une négociation globalisée, nous allons en faire un office du tourisme intercommunal. Car effectivement, il faut que le tourisme évolue, il faut qu'il y ait une vision territoriale du tourisme, car les gens vont rester à Carcassonne, certes, mais il faut également développer le tourisme sur le territoire, qui est un territoire magnifique à tous les niveaux, avec l'œnologie, etc., ce qu'on a commencé de faire, puisqu'on a mis en place les circuits, et là on va faire, si vous voulez, un axe, rue Trival à Barbacane, Pont-Vieux, rue du Pont-Vieux, rue des Calquières, Square Gambetta qui est magnifique, si on considère qu'il n'est pas magnifique, on est de mauvaise foi, et ensuite on rentre dans la Bastide.
Donc, si vous voulez, on a un programme bien détaillé là-dessus et il n'y a aucun problème. Alors, il faut fixer les touristes. Alors, Madame Rivel parlait de sa passion pour l'archéologie. Nous avons pris une option tout à fait différente. Je ne dis pas que la sienne n'est pas bonne. Nous, une option tout à fait différente. Nous allons faire là, à la Gelfenden, un musée d'art moderne, d'art contemporain, avec ensuite un lieu déterminé pour notre valorisation patrimoniale avec un auditorium, etc. Donc on va refaire tout ceci, ça va permettre effectivement de créer une véritable animation en centre-ville et d'attirer également les touristes. Mais les touristes, on ne les attirera pas uniquement parce qu'il y a des hôtels à visiter, etc. Les touristes, on les attirera si on propose autre chose. Mais autre chose, c'est aux collectivités de proposer, mais également aux particuliers de proposer. Lorsqu'on va par exemple dans le Bordelais, lorsqu'on va également en Bourgogne, il y a des circuits à faire au niveau de l'œnologie, etc. Ce que nous avons déjà commencé à mettre en place avec un certain nombre, disons, de propriétaires de châteaux, d'appellation château, qui ont fait des investissements d'ailleurs, pour amener effectivement les gens à faire le tracé habituel, puisque les vins sont de qualité. Les vins ne seraient pas de qualité, on ne pourrait pas le faire, mais là les vins sont de qualité. Donc le tourisme, nous allons développer le tourisme culturel est très important. Par exemple, le festival, ça dégage 40 millions d'euros quand même, en chiffre d'affaires. Bon. Il y a également le tourisme sportif. Car en effet, nous avons eu le label Carcassonne 2024, c'est-à-dire pour être un centre pour accueillir des équipes concernant les Jeux Olympiques. 2023, le rugby également. Donc il y a le tourisme, il n'y a pas que le tourisme, il y a le tourisme culturel. Qu'est-ce qu'on va voir dans les villes? Je ne sais pas, comme vous faites, comme vous voyagez, il y a d'une part les musées, et ensuite les églises, si vous allez en Italie. Bon, ensuite il y a des lieux naturels à visiter, bien entendu, mais le tourisme, c'est ça. Et nous, notre richesse, c'est quoi? Notre richesse, c'est notre patrimoine viticole, notre œnologie, et faire sur l'axe de la rue de Verdun ce que j'appelais à une certaine époque l'artère culturelle de la ville, avec le musée, la maison de mémoire, qui est en train d'être refaite, ensuite le musée d'art contemporain avec Gelfenden, et ensuite l'auditorium. Là, vous aurez un véritable axe, une véritable artère culturelle. Donc le tourisme, c'est assez compliqué. On ne réussit pas toujours en tourisme. Pour fixer les gens, j'entends fixer les gens. Bon, au passage, en 1997, il y avait 850 000 touristes. Bon, vous savez très bien que je suis intervenu pour faire classer la cité patrimoine mondial de l'humanité. On est maintenant à 2,5 millions. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien préfet qui m'avait dit, j'avais dit on est à 2,2 millions. Vous vous êtes trompé parce que nous, avec les téléphones portables, etc., on a des informations. Enfin bref, 2002, 2005, c'est pas important. Vous tous les faire descendre. Alors vous avez dit 420 000, nous sommes 850 000 touristes qui descendent sur la Bastide. Alors quand il y aura cet axe, je pense que ça ira mieux. Et quand nous aurons un office de tourisme là avec l'aglo, tourisme collectif, parce qu'effectivement, il ne faut pas croire que je suis un demeuré quand j'ai voulu conserver l'office du tourisme. C'est qu'on était en négociation pour devenir station touristique et que si vraiment on avait fait la mutation juridique, on ne l'aurait pas obtenu. Maintenant, les stations touristiques, on l'a, c'est réglé, n'en parlons plus, faisons autre chose. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse, je pense en plus que j'ai du temps de parole d'avance, rapidement sur la question du pouvoir de l'aglo. Je voulais juste dire qu'il y a une incohérence. Par exemple, nous connaissons le maire actuel de Carcassonne qui s'appelle Gérard Lara. En face, nous avons un président qui s'appelle Régis Banquet et un vice-président qui s'appelle Diany Lichet. Je ne suis pas là pour leur faire le procès de quoi que ce soit. C'est juste pour dire qu'il y a une incohérence avec une ville, avec un maire et un aglo avec des gens socialistes, donc opposés idéologiquement. Parenthèse fermée. Concernant le tourisme, c'est un sujet très important de mon programme qui prend quand même 4 pages sur un programme de 12 pages. Donc le tourisme, oui, mais comme nous disaient nos ancêtres, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et malheureusement, quand le tourisme ne va pas, il n'y a plus rien. Voilà, car Carcassonne pêche par son manque d'usines, d'entreprises. Donc c'est un gros souci et le Covid malheureusement nous l'apprend ou nous le rappelle pour certains.
Voilà. Il y a aussi des erreurs stratégiques qui mériteraient de questionner Monsieur le maire concernant par exemple la Soca 1000 qui est partie à Castelnaudary. C'est quand même plus de 1000 emplois directs et indirects, des revenus fonciers. C'est quand même une grosse perte pour la ville de Carcassonne. Encore une fois, dans notre programme, comme je l'ai dit un peu précédemment, pour lutter contre le Covid, même si c'était écrit au mois d'octobre 2019, il a été aussi idée de réunir des entrepreneurs carcassonnais, connus et reconnus, pour aider à mettre en place un système qui pourrait aider les jeunes entrepreneurs à créer leur entreprise, sur le point une aide, sur le point financière par ces grands patrons, et pourquoi pas administratif, grâce à des spécialistes au sein de la mairie. Concernant après le tourisme pur, bon, comme vous devez le savoir, j'en ai parlé beaucoup tout au long de la campagne. Je suis pour l'implantation du concept parc à thème le Puy du Fou, qui a été élu meilleur parc au monde 2 fois, donc de la cité, bien sûr qui serait rendu à l'échelle de la cité, forcément, et qui correspondrait avec un spectacle toute l'année, donc qui ramènerait des touristes toute l'année, divertirait les Carcassonnais toute l'année. Ensuite, nous aurions ce qu'on appelle le concept triangle d'or. J'invite tout le monde à lire mon programme qui est disponible sur mon site internet, rassemblonscarcassonne.fr. Ce triangle d'or, il consiste en quoi en fait Donc, par exemple, on va le prendre dans un sens ou dans un autre, à partir de la cité, donc, il y aurait ce concept du Puy du Fou. Donc, ça rendrait une ville moyenâgeuse, avec un thème vraiment moyenâgeux, c'est-à-dire qu'on se rendrait sur ce site, il faut vraiment qu'on ait l'impression d'avoir traversé le temps. Voilà, il faut vraiment qu'on se sente ailleurs, vers le passé. Nous passerons après, nous dirigerons ces touristes, car le problème a été cité, ils ne restent pas longtemps à Carcassonne, donc le but c'est de les garder le plus longtemps possible. Donc nous les dirigerions en passant par le fameux Pont-Vieux et la rue du Pont-Vieux, qui aujourd'hui est très très loin d'être à la hauteur. Et si on en croit les chiffres qu'on a dit précédemment, donc si on part sur une base haute de 2,5 millions de visiteurs annuels à la cité et que 800 000 descendent de la cité, si on en croit ces chiffres, ça fait un tiers de perte pour notre centre-ville, pour nos commerces, pour nos commerçants. Donc le but est de les ramener là. Donc cette rue serait forcément à la hauteur de la qualité de ces artisans qui sont sur place et à la hauteur des clients qu'elle a sur place, car je rappelle qu'il y a un investissement privé et Dieu merci, il y en a encore quelques-uns pour un hôtel de luxe, 4 et 5 étoiles. Donc je trouve que ça, l'accueil n'est pas à la hauteur, est indigne vis-à-vis de la richesse que ça nous ramène et de l'accueil que ça fait aux touristes. Je passe effectivement ce qui a été dit et que j'ai dit pendant la campagne, cet ancien couvent qui est un repère de brigands, voilà, et de toxicomanes en tout genre. Ça, il faut le dire, c'est quand même ce qu'a ressorti tous les commerçants de la rue, avec bien sûr des voitures cassées pour les clients des hôtels de luxe. Ça, c'est un gros problème, car déjà on a du mal à garder nos touristes, et si en plus on n'est pas capable de les protéger ainsi que leur matériel, pour moi c'est juste catastrophique sur un plan économique comme sur le plan de l'image de la ville et de nos commerces. Donc je mettrai un point d'honneur à revitaliser cette rue qui mérite vraiment d'être mise en avant, car elle relie la ville haute à la ville basse. J'avais aussi pour concept donc de raser ce monument, pourquoi pas d'en faire un logement avec une architecture type haussmannienne pour relever le niveau et attirer encore une fois des Carcassonnais avec un pouvoir d'achat élevé. Et pourquoi pas quelques boutiques intéressantes dans ce sens-là. On a quand même à Carcassonne un fabricant de sacs de luxe, on pourrait en profiter, avec ainsi qu'une parfumerie, par exemple, pour rester dans le commerce haut de gamme. Ensuite, s'ensuivrait dans le triangle d'or le parcours Place Carnot. Donc Place Carnot, pourquoi pas partir sur une harmonisation des enseignes, un peu comme la Place Capitole à Toulouse, en ayant consulté bien sûr au préalable les commerçants pour s'entendre sous la couleur de l'enseigne, mais qui est une harmonisation, ça serait bien, car je trouve inesthétique un qui a une enseigne en bois, l'autre en plastique, l'autre en PVC, l'autre avec des néons. Je pense qu'une identité est importante, que les Carcassonnais, les touristes, qui quittent Carcassonne, ils aient une image d'une cohérence architecturale, une cohérence, un accueil. On peut mettre aussi, il est prévu dans mon programme le week-end, mettre un orchestre dans le département de Rhône-École. Je trouve que c'est un moindre mal. C'est étonnant que nous n'entendons pas jouer de musiciens dans cette ville, qui apporte la musique, la gaieté et la bonne humeur. Il faut quand même le rappeler. Je dépasserai le marchand sur la place Egelfengen, du coup, pour lequel je couvrirai avec une halle juste en toiture pour protéger nos clients et nos commerçants de la pluie, du soleil, etc. Et cette place serait libérée exclusivement pour les cafetiers, bars, et du coup libérerait le manège pour faire sur quoi il a été construit, à savoir, et pas une toilette publique, mais un orchestre, voilà, par exemple. Donc pour animer la ville, les gens passeraient par là, ça crée de l'animation, de la cohésion. Les personnes âgées pourraient sortir, éviter pour être isolées chez eux, et les gens qui passeraient de passage à Carcassonne repartiraient avec une image belle et se diraient: ah, c'est une ville animée. Je continue, donc on finit par la rue piétonne. Donc là, effectivement, se battre contre les commerces vacants, car je le rappelle, il y a un commerce sur 4 qui est vacant à Carcassonne, ce qui est catastrophique, soit plus de 25%. Et il finirait donc au port
De Carcassonne, oui, j'ai bien dit un port. Carcassonne, il y a bien un port, beaucoup de gens ne le savent pas, ouais. Je le déplore. Et vous partez à Trèbes, au port de Trèbes, boire un verre ou manger une pizza ou du poisson frais. Non, nous avons un site qui est grand, en plus qui est plus grand que le port de Trèbes, ou pourquoi pas, des investissements privés, nous pourrions faire une marina qui permettrait de garder ces touristes qui ont un pouvoir d'achat élevé, car je le rappelle, le commerce de location de bateaux existe à Carcassonne, est complet à 1 an, voire 2 ans d'avance au niveau des réservations. La location de bateau, c'est entre 3 et 4 000 euros la semaine. Ça, pas grand monde le sait. Je le déplore. Donc, il y a une clientèle à récupérer à ce niveau-là. On pourrait les distraire effectivement avec la construction d'un casino dans le respect de l'architecture, type comme l'hôtel Terminus en face, à pierre de taille. Voilà, donc pour rester dans cette ambiance-là, dans ce respect, dans cette harmonie. Donc ça permettrait de garder les touristes, de rajouter de la distraction supplémentaire aux Carcassonnais qui malheureusement partent à Toulouse au casino, dépenser leurs sous. Ça ferait de la devise pour la mairie, et on pourrait faire un cabaret, des restaurants. Donc en fait encore de l'animation supplémentaire, de la création d'emplois, de la rentrée fiscale, etc., etc. Pour la petite parenthèse, j'ai oublié de le dire, excusez-moi, concernant mon idée que j'avais parlé précédemment, pour rentrer, effectivement, il y a une injustice, le maire a eu raison de le souligner, c'est-à-dire que les Carcassonnais payent les fêtes aux populaires, et c'est très bien, sauf que tout l'agglo peut en profiter. Bon, il serait peut-être judicieux de mettre en place, par exemple, la magie de Noël, d'importer le concept de Barcarès, qui est extraordinaire, l'importer à Carcassonne, exactement sur l'île de la Cité, qui relie le centre-ville et la Cité, donc il ne fait pas de jalousie au commerce de la Cité qui regrette que le centre-ville soit mis en avant. Ça permettrait une grande possibilité d'accueillir tous les commerçants qui souhaitent avoir un chalet, car au jour d'aujourd'hui, malheureusement, les copains sont privilégiés par le manque de place. Je le déplore. Donc il y aurait une sorte d'égalité à ce niveau-là. Ça permettrait aussi de ne plus faire de nuisances sonores vis-à-vis de la patinoire qui fait beaucoup de bruit, car il faut faire de la glace, les pompes à chaleur tournent toute la nuit. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Anti-écologique en plus. Oui, bon, je ne regrette pas la patinoire, hein, c'est une bonne chose, mais effectivement, bon, ça a des conséquences. Donc voilà, nuisible au niveau des voisinages. Donc là, il n'y aura pas de voisinage puisqu'on est isolé sur l'île de la Cité. Et j'en finis. Ça permettrait de fermer ce concept et du coup de faire payer les entrées. Et là, on partirait sur un projet autofinancé. Et du coup, on aurait un vrai système d'égalité et on laisserait respirer un peu plus la mairie qui a besoin de respirer, car comme je l'ai déjà dit, je le répète, le but est de baisser les impôts locaux. Rapidement, peut-être on va passer à des questions plus rapides, parce que sinon on arrivera, on a pris énormément de retard. Il nous reste combien de temps là? On va essayer. Une demi-heure, voilà. On va essayer dans une demi-heure, oui. Si on est d'accord, ça serait bien. 16h08. On a beaucoup de choses quand même. Oui, c'est beaucoup. Une demi-heure, donc Allez, on va partir sur une séquence consacrée à l'urbanisme. Passer directement à une question qui est consacrée à votre regard sur l'équipement carcassonnais en matière d'infrastructure publique, ou en tout cas relevant de la ville, qu'il s'agisse du domaine sportif, culturel. Avoir votre sentiment sur l'équipement tel qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il y a des manques? Et si vous avez un projet majeur à mettre en avant en matière d'équipement public, demander d'être plus précis possible dans la réponse, comme ça on avancera plus concrètement. Moi je pense dans un premier temps, c'est les équipements publics, c'est pas uniquement les bâtiments, c'est aussi les infrastructures routières et les infrastructures qui permettent aux personnes de se déplacer, quel que soit le moyen de se déplacer. La voirie est dans un état catastrophique. Les trottoirs sont dans un état peu rebutant, je veux dire. Et nous avons des pistes cyclables qui ressemblent à un ersatz de pistes cyclables. Parce qu'il faut traverser 5 fois un boulevard pour se rendre de la gare à Gambetta. Donc, s'il y a un projet majeur qui correspond à l'attente importante des Français et des Carcassonnais, pour qu'il y ait un apaisement et une qualité de vie sur Carcassonne, pour répondre à cet impératif d'urgence climatique, pour diminuer le nombre de voitures dans les villes. Je pense très important que le plan de développement des pistes cyclables à Carcassonne, pas uniquement autour de la Bastide, et puis fait dernièrement
avec quelques travaux à la veille des élections pour compléter le tour de piste. Je pense que c'est très important qu'il soit mené avec détermination et avec force, depuis le centre-ville, mais jusqu'au quartier et jusqu'au hameau. Au même titre que pour relier les berges du canal, parce qu'on parle de tourisme fluvial, mais il y a un tourisme de cyclistes qui est important, puisque 67 000 cyclistes arrivent par le canal du Midi chaque année. Or, il n'y a aucun lieu à Carcassonne où l'on puisse se véhiculer en toute sécurité à vélo, à deux roues. Il n'y a aucun lieu où l'on puisse garer son vélo de manière correcte. Et quand l'on veut permettre aux Carcassonnais d'utiliser le vélo, il faut qu'on ait la possibilité de se garer au plus près de l'endroit où on a envie d'aller. Donc c'est vraiment un maillage, un réseau à la fois de pistes cyclables. Alors on est contraint à Carcassonne par l'urbanisation, on est contraint par des rues étroites, on est contraint par du stationnement. Donc il faut qu'on mette en place des zones 30, des zones où le piéton et le vélo sont prioritaires et que la voiture baisse le ton, mais sans être anti-voiture. Il faut qu'on arrive à trouver, faire en sorte que l'ensemble des moyens de locomotion puissent se conjuguer. Un projet important, je pense que c'est le projet d'alimentation territoriale, qui est déterminant par rapport à l'urgence écologique que nous connaissons tous. C'est quoi un projet d'alimentation territoriale? Les PAT. Plusieurs territoires français s'en sont emparés. Ça veut dire que l'on permet à des agriculteurs, des maraîchers, des fruitiers, des éleveurs de s'installer sur le territoire. Donc, nécessité d'avoir un foncier agricole à disposition et de le mettre à disposition. C'est installer des agriculteurs et des jeunes agriculteurs, donc leur permettre d'avoir des espaces tests, des espaces mis à disposition pour qu'ils puissent mettre en place leur entreprise, développer et vérifier qu'elle est viable. C'est aussi faire en sorte qu'il puisse y avoir une diversification des cultures pour qu'il n'y ait pas que des salades ou des poireaux, mais qu'il y ait la possibilité que les Carcassonnais, en circuit court, en circuit local, puissent trouver une étendue importante de production. Et c'est aussi mettre en place des filières de transformation pour que les agriculteurs, les éleveurs puissent avoir une plus-value dans leur production et faire en sorte de revendre de manière plus importante leur production au plus près des habitants. Je pense que ce sont des éléments très, très importants. Je disais tout à l'heure, sur les équipements publics, en termes de bâtiments, il y a un retard monstrueux sur les équipements sportifs. Alors là, on nous sort un pôle aqualudique en zone inondable. On gérera derrière, mais ça sera compliqué, parce que les questions d'inondation, elles vont être répétées et répétitives dans les années prochaines. On y reviendra. Les équipements sportifs n'ont pas été mis à niveau. Les seuls investissements importants qui ont été faits, c'était sous la mandature de Jean-Claude Pérez, avec la nouvelle tribune, la tribune cité, avec les loges, etc. Là, il y a un gros travail à réaliser. Mais, en parallèle du musée de l'archéologie, parce que je pense que c'est ça, c'est d'avoir en structuration de projets sur la ville, c'est une piétonisation du cœur de ville, une mise piétonne et revalorisée de la place Elgenfeden, et un parcours en ville de mini-placettes, comme ça, pour permettre que les marchés soient diversifiés au profit des producteurs locaux. Bien. Ma collègue découvre l'eau tiède. J'ai acheté avant-hier, pour le compte de la ville bien sûr, 21 hectares à la Fajole, sur lesquels on va mettre quasiment 5 hectares et demi pour le maraîchage. En zone inondable? Oui, non, en zone inondable. Il y a déjà, non, attendez, stop, laissez-moi parler. Il y a déjà des jardins ouvriers,
depuis des décennies, il n'y a aucun problème, soyons sérieux, donc c'est là qu'on va le faire. Vous en parlez, nous on le fait. Vous c'est idéologique, nous c'est pragmatique, mais chacun son domaine. Pour les trottoirs, il y a 220 km de trottoirs, et il est certain que beaucoup de trottoirs ont été faits sur 6 ans, ainsi que beaucoup de chaussées. Donc on ne peut pas nous dire qu'on va tout refaire du jour au lendemain. Alors, sur les infrastructures, Paris ne s'est pas fait en un jour, Carcassonne non plus, et après nous, il y aura d'autres choses à faire. Alors ce que nous allons faire, nous d'abord, c'est refaire, après le Gambetta, après Chénier, nous allons refaire la place Avila. Nous avons lancé une étude pour voir comment il faut circuler en ville, justement. Est-ce qu'il faut changer les sens de circulation? Est-ce que sur le boulevard, il faut un double sens? Est-ce que certaines rues, il faut rouler de manière différente? Donc ça, on va faire un plan de circulation et tout sera adapté. Nous allons refaire la place Egelfenden, nous l'avons dit. Ce sera un complément du musée d'art contemporain et d'art moderne que nous allons faire dans les halles Egelfenden. Nous allons refaire la rue du Pont-Vieux, j'en ai parlé tout à l'heure, mais également l'office du tourisme. Alors, on va faire des investissements. On a fait le centre des congrès, qui est une réussite. Bon, on se disait, il ne se fera jamais ce centre des congrès. On a un centre des congrès. Bon, on va faire également ces investissements dont je parlais il y a 3 secondes. Mais au-delà de cela, il y a le quotidien. Et si je me réfère à ce que j'ai entendu, pour faire ce que vous voulez faire, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Moi, je veux bien qu'on fasse tout ce qu'on veut. Mais il faut les moyens financiers. Non seulement nous ne sommes pas une ville riche, même les villes riches ne font pas n'importe quoi. Et les collectivités riches ne font pas n'importe quoi non plus. Donc on ne peut pas dire on va faire ceci, on va faire cela. C'est à la portée de n'importe qui de dire on va faire. Non, en réalité, il faut être quand même très réaliste. Qu'est-ce que vous faites? Combien ça coûte? Quand est-ce que vous le faites? Partant de là, on peut discuter. Donc nous savons très bien les projets que nous allons faire. Davila, Egelfenden, le musée d'art moderne et d'art contemporain avec valorisation patrimoniale, donc ce sera déjà pas mal, étant précisé qu'on va terminer la maison d'association à l'Odéon et que l'on va terminer également par financement dans le cas de la loi Sueur, le cinéma localisé, puisqu'en effet toutes les collectivités, départements, régions, agglos et villes vont financer une partie, 30% des investissements du cinéma localisé. Voilà en gros, si vous voulez, ce que nous allons faire. Il est évident que pendant 6 ans, d'autres nouvelles choses vont s'ajouter, mais je vous parle, si vous voulez, en gros, ce que nous allons faire comme gros dossier. Ce qui veut donc dire que la médiathèque, vous la fermez en centre-ville, dans les halles. La médiathèque? La médiathèque du centre-ville. Vous allez la fermer? Vous la fermez? Et qui a dit ça? Pour mettre en place le musée d'art contemporain. Mais non, c'est à la place, c'est à Egelfenden, l'ancienne la volaille au milieu. C'est à l'ancienne la volaille. Le centre de l'image et de la photographie. Et là, on va mettre également la photographie. Il y aura mezzanine. On ne peut pas mettre les deux. Non, il y a mezzanine. On ne peut pas mettre les deux. Si. C'est fait, on a le projet. Donc, vous assurez que le maintien de la médiathèque en centre-ville est assuré. Ah, mais c'est vous qui le voyez. C'est vous qui le voyez. Monsieur Banquet m'a dit, lorsque nous aurons fait le pôle multimodal, nous déplacerons la médiathèque là. Ouais. Il la déplacera. Moi, c'est son problème. On récupérera, on fera autre chose. Ne vous faites aucun souci. Il y aura toujours. Mais c'est pas moi qui le ferai. C'est l'agglo qui prendra la décision. Non, mais bon. Voilà. Moi, je veux rien supprimer. Moi, je veux rien supprimer. Bon. Ne me donnez pas de mauvaises pensées. Non, mais c'est. Votre projet majeur en matière d'équipement? Donc bon, en fait, il suffit de se rendre à Narbonne pour voir que nous avons 20 ans de retard. Minimum, nous manquons de tout, malheureusement. Je vois qu'il y a une bonne idée de mettre des pistes cyclables. Bon, 1 an avant les élections, je regrette, mais c'est toujours bon à prendre. Seulement, il faudrait le faire de façon intelligente, surtout comme on parlait à l'instant de ressources de financement pour voir toutes nos idées. On pourrait déjà commencer à faire les choses bien et s'éviterait de faire des dépenses supplémentaires ou coûteuses, extravagantes. Les pistes cyclables, moi j'habite au quartier du Palais, donc en plein centre-ville. Je vois 3-4 vélos par jour. Je ne vois pas pourquoi ils font 4 mètres de large. Ça, c'est déjà un fait. Et d'autre part, elles sont extrêmement dangereuses, puisque d'un côté, vous êtes à droite de la route, après, il faut passer à gauche de la route, après revenir à droite. Bon, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Concernant d'autres soucis de ce niveau-là, il y a le marché, le boulevard Barbès, on n'en a pas parlé. C'est
c'est un marché qui est problématique dans le sens où il est sur un parking. Nous manquons cruellement de place à Carcassonne, donc je pense qu'il serait judicieux de déplacer ce marché sur le square André Chénier, qui lui ne prend aucune place, avec bien sûr une harmonisation des stands, puisqu'il est inconcevable qu'en 2020, en France, à Carcassonne, on vende encore des marchandises par terre à amène le sol. Donc moi, je suis libéral, les gens qui travaillent auront toujours mon encouragement, seulement il faut le faire dans des conditions dignes et esthétiques. Donc ça, ce déplacement de marché permettra de libérer plus de 200 places à cet endroit-là. Je pense que ce n'est pas négligeable. Ensuite, l'état des routes et des trottoirs, vous les connaissez. Malheureusement, encore une fois, on pêche sur ça, et toujours pareil, parce qu'on ne peut pas être partout et dépenser à tort et à travers. Il y a des priorités. Il y a aussi des incohérences promotionnels, par exemple des projets, on rase des immeubles, dont je fais référence à celui à côté du palais, pour construire un immeuble et puis finalement qui ne sort pas. Donc on a rasé un vieil immeuble pour laisser une verrue, un trou, un fossé, on dirait qu'il y avait un volcan, on ne sait pas, un reste de la Seconde Guerre mondiale, en plein milieu, à côté du palais, sur le boulevard quand même, qui est assez joli. Donc ça fait partie des incohérences, encore une fois, esthétiques, désagréables pour les Carcassonnais et qui donnent une mauvaise image aux étrangers. Voilà, il faudra aussi se battre. Mais moi, je me battrai. On parle de projets de volontaires privés. Oui. Tout à fait. C'est pas public, hein. Non, mais il y a des autorisations et il y a quand même des comptes. On ne fait pas tout ce qu'on veut, n'importe quoi, n'importe quand. Mais vous avez raison de le préciser. Ensuite, il y a aussi ces constructions, donc puisqu'on en parle, modernes. Il va falloir aussi imposer des architectures cohérentes. On ne peut pas. Un exemple est le maire n'y pour rien, parce que c'est bien plus antérieur. Mais la construction du bâtiment à côté de notre beau musée, je trouve que c'est une incohérence hallucinante. Je trouve, j'en reviens pas, on n'en parle même pas. Voilà, c'est un exemple. Donc ça, faut se battre pour arrêter ça. Il y en a marre de dénaturer nos centres-villes. Quand c'est pas les panneaux publicitaires, c'est le tout béton. Il y a eu aussi notre fameux jardin public qui a disparu, où moi j'ai connu enfant les sols pleureurs, les canards, les oies, les poissons rouges de 40 cm. Ça a été réalisé pour faire un parking, tout béton. Monsieur Lara essaie de faire ce qu'il peut, d'essayer de l'enjoliver en mettant du verre. Vous me ferez toujours regretter le parc que j'ai connu enfant. Et malheureusement, c'est pas que Carcassonne, c'est à la mode aussi le tout béton. Et je le regrette. Voilà. Ensuite, nous avions un projet, c'est un peu urbanisme et famille, parce que nous avons deux problématiques, je ne sais pas si on aura le temps d'aborder. Donc, premièrement, la perte de nos jeunes au profit des grandes villes comme Toulouse et Montpellier pour d'une part faire des études, mais d'autre part, ils ne reviennent pas non plus car un manque d'emploi cruel ou d'incitation fiscale dans ce sens ou d'animation. Donc, malheureusement, on perd de la jeunesse tous les jours dans cette ville. Moi-même, je suis un des rares de ma bande d'étudiants à être revenu à Carcassonne et je le regrette. Deuxième problème, nous perdons aussi les familles. Alors, quand elles ne partent pas physiquement, elles partent se distraire à Narbonne, encore une fois, et j'ai rien contre Narbonne, au contraire, c'est tout à leur honneur. Elles partent donc à la mer, ça, on n'y peut rien. Par contre, il y a une patinoire, il y a une grande piscine, il y a un grand buffet. Pourquoi pas ne pas faire ce grand projet privé en plus, donc il ne coûterait pas grand-chose à la mairie, l'importer à l'ancien hôpital. Nous avons ce bâtiment qui est placé sur une rocade entre deux péages. Nous avons une vue exceptionnelle. Nous avons déjà le parking, nous avons déjà la piste hélicoptère pour les urgences. Je veux dire, nous avons tout sur place. Et en plus, c'est sur une zone pas inondable. Que demander de plus? Vous avez été très vicieux sur tous les sujets. On va devoir enchaîner très vite et aborder notre dernière séquence avec deux questions. Une dans laquelle on va vous demander à chacun de dire en quoi la différence est la plus marquée avec le programme de vos adversaires. Et nous vous laisserons ensuite conclure ce débat. Voilà, pendant la dernière question, vous aurez une conclusion qu'on vous demandera sur 1 minute et qu'on filmera pour le coup, pour la dernière question. Non, d'abord, il y a une première question sur l'évaluation du programme de vos adversaires et ensuite on terminera par une dernière déclaration envers vos électeurs pour lequel vous avez 1 minute et qu'on filmera. Voilà. Merci, votre regard sur les programmes de vos adversaires. Ma prise de parole, elle se fait au regard des programmes de mes concurrents. C'est qu'en fait, nous sommes la liste qui est la liste de l'avenir, la liste qui préparera le renouveau de Carcassonne et son réveil. Mais avec
une méthode qui est dans le travail en co-construction avec les Carcassonnais. Que ce soit du projet du quotidien ou que ce soit sur des projets d'envergure, structurels, pour que les projets qui sortiront et qui seront réalisés soient partagés avec les Carcassonnaises et les Carcassonnais. Que ce soit de la question d'un aménagement de trottoir ou d'un bâtiment qui répondra à l'attente des Carcassonnais. Ce que je veux dire, c'est que quand on est maire d'une ville, on est le maire de tout le monde. On est le maire de tout le monde, ça veut dire qu'on travaille avec les gens et pour les gens, pour nos concitoyens. Et on ne prend pas une décision tout seul dans son bureau avec son directeur de cabinet. Et on est sur le terrain et on est en réunion de partage d'un devenir à construire ensemble. C'est pas une question de déléguer la responsabilité, c'est vraiment une question d'une construction collégiale d'un projet. Moi, je suis architecte. Je sais ce que c'est qu'un travail d'équipe avec un bureau d'études, avec des bureaux d'études, et je sais ce que c'est qu'un travail sur le terrain, quand on part des fondations, ou même d'un travail pour créer les fondations d'affouillement, jusqu'à la finition la plus totale. Et c'est vraiment un travail d'équipe de A à Z, d'équipe et de co-construction avec les gens et pour les gens. Ça, c'est quelque chose qui m'est viscéralement accroché au cœur. Et je pense nécessaire que nous devons le plus grand respect et le plus grand soin auprès de notre ville, mais aussi auprès de nos concitoyens qui nous donnent, qui nous offrent la responsabilité d'un mandat. Oui, alors Madame Rivel est architecte, moi je suis avocat. Et nous travaillons dans les cabinets, sur les dossiers, en collectif. Mais à un moment donné, il y en a un qui tranche. C'est l'avocat qui va plaider. Ça n'empêche. Il tranche. Dans la mairie, c'est pareil. Si vous saviez le nombre de réunions que j'ai tenues, Madame Rivel, vous qui parlez de concertation, vous seriez étonné. Donc, la différence qu'il y a entre les listes, puisque c'est la question, la liste de Madame Rivel, c'est solidaire, citoyenne, concertation. Écologique. Mais derrière tout ce que nous faisons, derrière ma liste, c'est ça. Tout est construit, co-construit. Les décisions sont vraiment des décisions solidaires, car en effet c'est fait également pour l'ensemble, et notamment les plus modestes. Et citoyenne, je n'ai jamais exclu, et notre liste n'exclut jamais le débat citoyen. Alors, on en parle dans la liste de Madame Rivel, on en parle, c'est le leitmotiv. Moi, je n'en parle pas. Bon, c'est ma méthode, chacun ses comportements, chacun ses attitudes, mais en réalité, l'action citoyenne solidaire, elle est là, elle est présente dans chaque dossier. Bon, après, contrairement à ce que vous pensez, il vaut mieux quand même, quand on est le maire d'une ville de 47 000 habitants, travailler dans son bureau sur les dossiers de A à Z, plutôt que de se promener dans les rues et de faire bonjour comme on le faisait entre les deux guerres où les maires se promenaient, etc. Ce n'est plus le cas. Actuellement, tout est tellement compliqué que le maire doit être vraiment un pragmatique, un technicien des dossiers. C'est comme ça. Bon, moi je préférerais parfois, je ne vous cache pas, me promener dans les rues, faire autre chose. Mais il y a des dossiers, il y a des urgences. Les maires sont là, je l'ai dit tout à l'heure, les piliers de la République. On est toujours dans l'urgence. Croyez-moi, les difficultés que j'ai rencontrées, et je pense qu'on ne peut pas me critiquer là-dessus, les difficultés que j'ai rencontrées pour appliquer les mesures sorties du Covid, etc., c'est vraiment énorme mon travail. Une complication quotidienne, donc on ne peut pas ne pas travailler. Il faut travailler 10-12 heures par jour. Bien sûr, je suis comme tout le monde. Moi, j'aime bien parler, j'aime bien discuter, j'aime bien sortir. Mais enfin, quand on veut quand même faire avancer des dossiers, il faut quand même s'y plonger dedans et les travailler de A jusqu'à Z pour ne pas faire de bêtises. Oui, merci.
Donc, concernant les programmes, bon, mais moi je n'ai pas le monopole des idées et encore moins la science infuse. Donc j'invite moi tout simplement les électeurs carcassonnais à lire les programmes de chacun, se faire leur propre opinion, sortir des étiquettes politiques ou des idéaux ou des copains. Tout le monde a des idées, bonnes ou mauvaises, à prendre ou à laisser. Le débat, je pense, est même là, c'est aux citoyens carcassonnais de se faire leur propre opinion. À titre personnel, encore une fois, s'ils n'ont pas eu dans leur boîte aux lettres mon programme, je les invite à le lire sur rassemblons-carcassonne.fr pour qu'ils puissent se faire leur propre opinion. Voilà, moi je ne suis pas là pour m'attaquer à des personnes. Je ne suis pas là pour être contre des Carcassonnais parce qu'ils ne seraient pas d'accord avec moi ou pas de mon bord politique ou pas de mon étiquette politique. La seule chose que je veux, c'est faire avancer cette ville avec tout le monde et essayer de faire le mieux possible pour que Carcassonne brille. Merci. Donc là, ce que je vous propose, c'est de passer à la dernière minute où on va vous filmer et vous allez vous adresser à vos électeurs. Cette fois-ci, c'est un petit peu la conclusion de notre débat. Donc voilà, toujours dans le même ordre de la prise de parole. J'appelle l'ensemble des Carcassonnaises et des Carcassonnais, ainsi que tous ceux qui ont fait le choix du changement au premier tour, à voter le 28 juin avec conviction, espoir et envie pour que le 28 juin, je sois la maire de l'ensemble des Carcassonnais. Je veux vous proposer ce travail collectif porté avec Xavier Bigot pour insuffler ce changement nécessaire pour notre ville, au niveau environnemental, au niveau social, au niveau solidaire, au niveau économique. Carcassonne mérite, avec l'ensemble de ses atouts et l'ensemble de son positionnement au niveau de la région, toute l'attention et tout le soin de cette équipe, l'énergie citoyenne pour Carcassonne. Merci. Très bien. Parfait au niveau du timing. Bien, pendant 6 années, nous avons fait un travail colossal. Nous avons transformé la ville. Et je suis convaincu, chers Carcassonnais, que vous-même en êtes convaincus, puisque vous le voyez tous les jours. Les 6 années à venir vont être des années très compliquées. Pendant 3 ans minimum, je peux vous l'assurer, nous allons rencontrer des difficultés liées à la pandémie Covid-19. Pour affronter les difficultés, honnêtement, il ne faut pas de l'improvisation, il ne faut pas de l'aventure. Il faut des femmes et des hommes qui sont impliqués, qui sont sérieux, méthodiques, organisés et travailleurs. Pour affronter la haute mer, il faut un capitaine, il ne faut pas un marin d'eau douce. Donc, pour le 28 juin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez qu'il y ait une continuité, vous votez pour nous. Si vous voulez qu'il y ait une rupture, vous ne votez pas pour nous. Très bien, merci. C'est fini. C'est limité ? C'est bon. Oui. On est à peu près comme Chers Carcassonnais, chers Carcassonnais, vous allez pouvoir vous exprimer dimanche, j'espère massivement, pour ces élections, ce second tour des élections municipales qui géreront par la suite Carcassonne, votre ville, pendant 6 ans. Donc si vous voulez un maire qui apporte un nouveau souffle à cette ville, un nouveau souffle à cette ville, donc quelle que soit l'étiquette politique, quel que soit le bord politique, ce qui nous importe, c'est l'avenir de cette ville, c'est régler le problème de l'insécurité, régler le problème de la fiscalité, régler le problème de la mortalité du centre-ville, de la perte des habitants, garder notre jeunesse, garder nos familles, voter pour la liste Rassemblons Carcassonne, et je vous dis bon vote à dimanche.